La personne qui te dit « je n'ai jamais fait d'échec dans ma vie », c'est tout simplement un menteur. Et j'étais déterminé à vouloir réussir, non pas pour moi, mais pour mettre à l'abri mon parcours. Moi je pense qu'on a tous de la chance. Est-ce que tu vas faire quelque chose de cette opportunité? Est-ce que tu vas la laisser passer? Derrière la réussite, c'est pas simplement avoir beaucoup d'argent, mais c'est y mettre du sens dans tout ça. J'ai eu une enfance qui fait que j'ai même connu la faim. Je sais ce que c'est qu'avoir mal au ventre et ne pas pouvoir bouffer. Le vrai pouvoir de l'argent, il est là. C'est de pouvoir rendre heureux ton entourage. Point. On a la chance d'être avec le deuxième des cofondateurs d'IAD. Ce qui est important, c'est combien de fois vous allez remonter après tomber. C'est tout ce qui compte. Parti de rien, orphelin, ayant grandi en banlieue, il se lance dans l'entrepreneuriat et fonde une boîte valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Véritable success story à la française, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un de très important, Mr. Jérôme Chabin. Comment tu vas ? Je vais très très bien et merci pour l'invitation. Moi, Jérôme, merci beaucoup déjà de venir. Je sais que tu te fais un peu rare et que t'es pas trop podcast, pas trop vidéo, etc. Mais comme je te dis là, c'est vraiment genre un truc à la cool. On va parler de tout, entrepreneuriat, mindset. Et je sais que ça fait déjà plusieurs mois que je te pousse un petit peu à faire de plus en plus de contenu parce que pour moi, tu vois, t'as une histoire qui est assez incroyable et une success story qui est énorme. Et même moi, ça m'inspire. Et même, tu vois, plusieurs conversations qu'on a eues, toi et moi, avant de commencer ce podcast, à chaque fois que je t'ai vu, c'est vrai que tu m'as dit des trucs qui étaient vachement pertinents et que j'ai réutilisé dans une conférence, tu le mentionnais. Dans des conférences où je te mentionnais, dans des C'est vrai. Dans le podcast aussi. Là, dans des podcasts, d'ailleurs, qui va sortir bientôt, pas sur ma chaîne, mais sur la chaîne d'un pote où je t'avais mentionné. Et il y avait une phrase en particulier qui t'avait pas mal impacté, je me rappelle que tu ressortais souvent du coup. Ouais, je te la sens maintenant. C'était laquelle ? Tu peux, vas-y. En fait, c'était une phrase où je te disais quel est ton chiffre, quel est ton nombre, ou tu vois, genre à quel moment tu t'arrêterais, pourquoi tu vends pas IAD entièrement, etc. Et on était en bouffée, on déjeunait au restaurant là, en face de mes bureaux. Je me souviens. Et tu me disais, on mange 3 fois par jour, on conduit potentiellement 1 ou 2 voitures. Voilà, une fois que tu as mangé 3 fois, une fois que tu conduis ta voiture et une fois que tu as 1 ou 2 maisons, ta résidence principale et que tu puisses voyager quand tu veux et t'acheter ce que tu veux, tu n'as pas forcément besoin de plus. Donc même si demain tu vendais une de tes boîtes ou ta boîte principale et que tu la vendais, pour donner un chiffre totalement au hasard, 100 milliards, ça n'allait pas forcément changer grand-chose à aujourd'hui parce qu'une fois que tu as bouffé 3 fois, une fois que tu peux partir quand tu veux en vacances et te priver de rien, à la fin que tu es X ou X plus sur un compte, c'est pas ça qui va faire la différence. Et c'est vrai que du coup, cette phrase, je la ressors assez régulièrement parce que moi, il y en a plein qui me disent ouais, quel est ton chiffre, etc. Et au final, tu te rends compte que c'est pas forcément une histoire de chiffres, mais bien sûr, quand tu gagnes de l'argent, on fait ça aussi pour ça. C'est ce qui te permet d'être libre et d'avoir cette liberté financière et de pouvoir faire ce que tu veux. Mais c'est vrai que ça fait pas tout, quoi. Donc, non, je suis entièrement d'accord, mais alors merci déjà et venant de ta part parce que tu as quand même une belle success story aussi, donc ça me touche beaucoup, mais effectivement je crois que la vie ne s'arrête pas à des chiffres. Je crois que la vie c'est une succession de souvenirs et quelle empreinte tu laisses. J'ai déjeuné ce midi avec une jeune femme extraordinaire qui avait entendu, je ne sais plus si c'était sur les réseaux ou à la télé, qui a entendu cette phrase qui disait « Lorsque tu rencontres une nouvelle personne, la meilleure des choses, c'est de rendre meilleure cette personne après ton passage, une fois que tu l'as quittée. » Et c'est quel souvenir tu veux laisser, quel souvenir tu veux te créer, et quelles sont les expériences de la vie qui font que tu t'améliores tous les jours. Donc c'est pas du tout une question de chiffres, c'est pas une question de quantité, du nombre de dollars que tu as sur ton compte en banque. Et évidemment, ça aide parce que malheureusement en France, et ça c'est pas normal dans un pays comme la France, qu'il y ait autant de familles qui soient
Bien sûr. dans la merde. Donc, évidemment qu'on est extrêmement privilégié et c'est facile de dire ces choses-là lorsqu'on a autant réussi. Mais le bonheur ne s'arrête pas à son compte en banque. Il est sur l'expérience que tu vis. Ouais, mais je suis 100% Et les avec toi. souvenirs que tu partages surtout avec les personnes que tu aimes. Ah, mais moi, je sais que tu vois, même moi, je viens vraiment de rien, de zéro. Et avec le recul, est-ce que tu es plus heureux maintenant que quand j'ai commencé? Honnêtement, je pense pas. En fait, tu vois, genre, c'est une vie qui est différente, où tu as beaucoup plus de responsabilités, où tu as plus d'angoisse, d'anxiété, de problèmes. Tandis que c'est vrai que back in the day, quand tu n'avais pas tout ça, ouais, c'est autre chose. Mais c'est vrai que l'argent ne rend pas heureux. Ça contribue à avoir cette liberté, selon moi. Mais c'est vrai que ça ne te rend pas spécialement heureux. Et même hier, tu vois, j'étais chez mon ostéo, rien à voir, et j'avais cette conversation avec lui qui me disait, mais c'est quoi ton chiffre, tu vois? Genre, quel chiffre tu t'arrêterais? Et je lui ai dit, c'est pas une question de chiffre, tu vois, genre, c'est... Mais parce que dans la tête des gens, on a besoin de quantifier les choses. Ouais. Et dans beaucoup, chez beaucoup de personnes, cette quantification est liée à la réussite. Mais la réussite des uns ne fait pas la réussite des autres, Bien dans sûr. le sens où on ne met pas la même valeur dans tout ça. Et moi, je connais des personnes qui vivent dans le dénuement et qui sont totalement heureux. Ah, mais bien sûr. Et à contrario, je connais des personnes qui sont des héritiers, qui ont tout eu, qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche et qui sont malheureux comme pas possible. Non, mais c'est vrai que Toi, Taylor, tu as eu quand même un switch par rapport à ça. Parce que je me rappelle que la première interview qu'on avait fait justement, Ouais. la question à la fin que je t'avais posée, c'était quoi maintenant ton objectif? Toujours Et plus. à l'époque, c'était toujours plus que tu répétais à chaque fois. Parce qu'en Et fait, maintenant, ton discours, quand même, tu as eu une évolution dans ton recul par rapport à ça, j'ai l'impression. ouais, parce que déjà, premièrement, bon, cette phrase, toujours plus, ça vient pas du tout de moi. Ça vient d'un film que j'ai toujours bien aimé, qui est Wall Street. La Alors, référence. Voilà. Mais alors, Il y a une évolution, tu vois. t'as Wall Street 1 et Wall Street 2. Moi, je parle de Wall Street 2. Et effectivement, quand Shia LaBeouf demande à son mentor, entre guillemets, combien tu laisserais, combien tu vendrais, enfin, quel est ton chiffre, quoi, en gros. Et ce qu'il lui a dit, on a tous un chiffre, et il a répondu toujours plus. Et j'ai toujours aimé cette phrase. Et ça, je pense que tu dis toujours plus quand t'as pas goûté à cette, entre guillemets, cette story. Et c'est vrai que quand on avait fait cette première interview il y a des années, Ça, c'était il y a 5 ans maintenant. voilà, je gagnais très très bien ma vie. J'ai toujours bien gagné ma vie. Je suis dans la vie active, tu vois, je suis dans la vie active depuis très longtemps, depuis que j'ai 16 ans, je travaille. Donc j'ai toujours plus ou moins gagné ma vie bien. Mais c'est vrai que les 5 dernières années ont été... Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Ça a été un gros boom. Donc c'est vrai que j'ai un discours qui est totalement différent. Même moi, tu vois, en tant que personne, genre mon image et tout, T'as changé, ça évolué. change. Mais je pense que c'était... Jay-Z, il disait pas ça, mais tu peux le voir, il y a plein de... T'as plein comment ça s'appelle, d'articles de presse qui tombaient à chaque fois là, depuis quelques années. Moins t'en as, plus tu veux montrer. Plus t'en as, moins tu en montres. Et c'est vrai, quand tu vois par exemple Jay-Z, il y a 20 ans, il avait des chaînes en diamant, des trucs, des machins, tu voyais que ça. Aujourd'hui, il est en costume, il a une montre à 2 millions de dollars, très simple, en complication, mais voilà, mais il a plus les grosses chaînes en diamant, il a plus les boucles d'oreilles, il a plus besoin de ça. Et donc, je pense qu'on évolue, tu vois. Je pense que plus tu gagnes et plus tu arrives à d'autres sphères, et moins tu as envie de show off, quoi, tu vois. Et toi, Jérôme, c'est quand que tu as eu un peu ces Alors prises moi, de conscience? Je juge pas vraiment, encore une fois, l'argent, ça peut être un leitmotiv et un moteur pour beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai toujours eu un regard un peu détaché par rapport à l'argent. Même à tes débuts? Et même depuis, alors moi j'ai eu une enfance qui fait que j'ai même connu la faim, donc je sais ce que c'est qu'avoir mal au ventre et ne pas pouvoir bouffer. Donc j'ai toujours eu un rapport à l'argent qui était un peu distant. Moi, c'était plus la réussite entrepreneuriale et y mettre du sens. Et derrière la réussite, c'est pas simplement avoir beaucoup d'argent. L'argent, c'est juste la conséquence d'un travail qui est bien fait. Mais c'est y mettre du sens dans tout ça. Et encore une fois, le rapport à l'argent, il est distant dans la mesure où lorsque tu réussis et que tu commences à bien gagner ta vie, je viens d'un milieu modeste.
je peux pas être heureux si autour de moi, mes amis, la famille ne peut pas partir en vacances alors que toi tu peux te le permettre. T'as Et ça, vraiment, le vrai pouvoir de l'argent, il est là. C'est de pouvoir rendre heureux ton entourage. Point. Voilà. Pour moi, c'est ça. Le vrai sens de l'argent, quand tu en as, c'est de pouvoir faire plaisir et de pouvoir mettre à l'abri les personnes que tu aimes. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est vrai qu'être tout seul en haut du trône, c'est pas le but, quoi. C'est vrai que tu veux amener les gens que t'aimes avec toi, quoi. Enfin, je sais pas après, mais ça, c'est mon intime conviction. Mais encore une fois, pouvoir te permettre de partir en vacances alors que dans ta propre famille, tu en as qui peuvent pas. Bien sûr. Comment tu peux te regarder un moment dans la glace, quoi. Le pouvoir de l'argent, il est là. Il est sur le fait de pouvoir rendre heureux, encore une fois, ton entourage. Toi, tu as grandi dans quel milieu, du coup, plus précisément? Moi, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine. On était pas loin. Mes parents avaient des... Voilà, ils étaient d'un milieu modeste. Eux-mêmes ont connu la galère. Mon père adoptif a commencé à travailler à 15 ans. Parce que sa grand-mère n'avait pas les moyens de l'amener à l'école. Donc il a été sur le marché du travail à 15 ans, il a trimé toute sa vie. Et vraiment la révélation pour moi, ça a été... il y a eu 2 périodes qui ont fait que ça a changé mon pourquoi et ça m'a donné une cause profonde en fait, dans la volonté et cet acharnement à vouloir réussir. C'était pour les mettre à l'abri. La première date, c'était lorsque mon père a subi un licenciement économique. On n'a jamais manqué de rien. Il a subi ce licenciement. On l'a jamais su. Okay. C'est quand même incroyable. On l'a jamais su. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte d'aller chercher du boulot comme un fou. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, mais on l'a jamais su. Les parents étaient très pudiques et en fait, le chef de famille, c'était le chef de famille. Ouais. Et en fait, si le chef de famille est solide, toute la famille est solide. Et c'est vrai que maintenant, c'est un peu différent. Les gens sont de plus en plus faibles et c'est un peu plus compliqué. À l'époque, effectivement, un travailleur, un chef de famille, il était un petit peu bancal, toute la famille tombait, quoi. Ouais. Donc il fallait vraiment... Mais ouais, c'est fort. Non, ça, on l'a jamais su. Et ça, le jour, quand il a retrouvé du boulot, il nous en a parlé. Et c'est un moment qui a été très fort dans ma tête. C'est-à-dire que ce jour-là, alors j'étais déjà déterminé, je commençais déjà à m'intéresser à l'entrepreneuriat, etc. Moi, j'ai toujours été un grand rêveur. Et j'étais déterminé à vouloir réussir. C'était vraiment mon pourquoi. À vouloir réussir, non pas pour moi, mais pour mettre à l'abri mes parents. Bien sûr. Qui ont trimé, encore une fois, toute leur vie. Et le deuxième fait marquant, c'est lorsqu'ils approchaient de la retraite, je les voyais inquiets. Je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Ils ont trimé toute leur vie, ils vont avoir une retraite de merde et je les vois inquiets. Alors que c'est ces années-là où ils devraient pouvoir profiter etc. Donc voilà, c'était vraiment mon objectif. Mais alors, et je rebondis avant que tu passes à autre chose, Sylvain, mais là j'entends de plus en plus, et c'est vrai que je l'ai jamais fait depuis que je suis gosse, parce qu'en fait tout ce que j'ai prévu dans ma vie n'est jamais arrivé. C'est assez incroyable, mais tout ce que j'ai prévu n'est jamais arrivé, et ce que je n'ai pas prévu est arrivé. Donc maintenant, j'ai un peu ce truc-là de me dire, bon, je prévois plus rien. Et en termes d'objectifs, tu m'en parlais aussi. Ouais, plusieurs années, tu as toujours aussi un truc où tu me dis, ça se passe jamais comme prévu ouais. dans tous les cas. Mais maintenant, j'entends de plus en plus un discours que j'avais vu d'un acteur, et maintenant, j'entends de plus en plus d'entrepreneurs qui l'utilisent, et j'ai même encore, je reparle de mon ostéo, j'étais encore chez Bigard, donc on a une grande conversation après ma séance, et parce qu'il me connaît par cœur, tu vois, et il me dit, mais est-ce que tu visualises ta vie? Je lui dis, mais comment ça? Il me dit, je parle pas d'argent, mais est-ce que dans ta tête, tu sais ce que tu veux en faire? Donc pourquoi je te pose ça, c'est quand tu as vu par exemple ça avec tes parents, est-ce que à cette époque-là, quand tu as commencé à travailler, est-ce que tu as visualisé où tu es arrivé aujourd'hui? C'est fondamental. Ok. Et alors, je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent et qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Tu savais que tu allais faire une boîte à 1 million. Est-ce que dans ta tête, ce moment-là, tu savais qu'à N plus, tu allais faire une boîte à 1 milliard? Alors,
pas aussi précisément, mais la vie que j'ai, je l'ai rêvée. Donc tu le savais. Ouais, je l'avais visualisé. Tu l'as ressenti. Incroyable. Ouais, je l'avais visualisé. C'est un Ça, j'y truc crois à de fou. 100%. Et, Ben, et moi, j'y vraiment arrive pas. là, Moi, j'ai toujours, depuis 16 ans, j'ai toujours fait ça. c'est super important. C'est hyper important. Moi, j'y arrive pas. Il faut que je me le mette. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une grande vision et qui se met au service de cette vision. Un entrepreneur, tu peux pas. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est même dans notre ADN. C'est-à-dire que tu peux pas atteindre des objectifs si tu visualises pas la cible. Alors oui, moi, tu vois, je mets en place tout ce qui est méthode OKR, etc. Donc je sais exactement ce que je vais en faire de mes boîtes. Mais ma vie, tu vois, genre ma vie, je te parle, en tout cas, ma vie personnelle, j'arrive pas à me la visualiser avec une femme, 4 chiens et 4 gosses dans Et une ta vie, grande t'as eu maison. beaucoup aussi en plus de trucs de base qui sont sortis complètement de la normale. Mais bien, en fait, c'est ça. En Ça fait, fait toute ta vie. c'est ça. En fait, c'est que ma vie, elle est, enfin, d'où je viens et là où j'en suis. Je te parle même pas d'un point de vue success story, mais même de ma vie personnelle, les gens avec qui je suis, tu vois, mon entourage. C'est pas normal déjà de base, tu vois. Genre, surtout à l'époque. Enfin, il y avait, même si je l'ai visualisé, tu peux pas. C'était même pas un rêve parce que je voyais pas comment. Enfin, le gap était trop gros. J'arrivais pas à me dire comment. Tu vois, je viens de banlieue, il y a pas de réseaux sociaux, il y a rien. Et X années plus tard, je suis associé avec les plus grandes stars américaines. Est-ce que tu dirais que c'est de la chance? On allait en parler. Ouais. Bien sûr, c'est de la chance. Alors, en fait, pour moi, la chance fait partie de la réussite. Mais les gens qui me disent, peu importe, qui vont te critiquer sur les réseaux ou avec qui tu vas échanger, qui vont dire que tu as de la chance, la première chose que je réponds, je ne vais pas m'énerver en disant « Ouais, mais non. Ouais, bien sûr, j'ai de la chance. 100%. Mais bien sûr, j'ai de la chance. Oui. Mais comme n'importe qui autour de la table. Sauf que moi, j'ai transformé cette chance en opportunité. Est-ce que tu as déjà entendu cette fameuse phrase qui dit que la chance est une compétence? Non, du tout. Moi, je considère que la chance, elle n'existe pas vraiment. Okay. La malchance peut exister, mais la chance n'existe pas vraiment. C'est les conditions et ton mindset et la loi de l'attraction qui va te permettre de te mettre dans cette position-là. C'est-à-dire que tu as fait en sorte de pouvoir rencontrer ces personnes-là. Même si tu considères aujourd'hui que tu as de la chance, cette chance-là, tu l'as provoquée. Bien sûr. Peut-être même inconsciemment. Peut-être, mais c'est vrai que pour moi, la chance, ça fait partie, en fait, c'est comme une recette, ça fait partie d'un des facteurs de la réussite. Je pense que... Mais c'est essentiel. Et C'est-à-dire essentiel. que moi, dans une réussite, il y a 3 facteurs qui sont essentiels. Ouais. Alors, ce qu'on appelle la chance, Ouais, ou une opportunité, comme tu veux. bien sûr. Mais encore une fois, la chance est une compétence. La deuxième chose, c'est ton mindset. Bien sûr. Mais ça, c'est mon point de vue. Hein. Et la troisième chose, après, quand tu lances une entreprise, bah, c'est Le travail. c'est le travail, le marché, le business plan, etc. Ouais, moi, je crois beaucoup aussi au timing. Alors, le timing, il est aussi... mais ça fait partie, moi, je le mets dans la première catégorie. Ok. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a... De toute façon, c'est A plus B plus... Enfin, tu vois, c'est ce que tu viens de citer qui fait que ça peut fonctionner. Le fait d'être assidu, de travailler, d'avoir de la chance, d'être là au bon moment. Enfin, il y a beaucoup de paramètres, mais bon, voilà, je pense que c'est... Mais là, c'est un peu... Tu me décris un peu le syndrome de l'imposteur. Mais en fait, le truc, c'est que vraiment... ce que tu considères toi être de la chance, c'est que tu l'as provoqué. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Donc, moi, je me sens chanceux. Mais comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas de secret. moi, je pense qu'on a tous de la chance. On a tous à un moment donné une chance dans sa vie de rencontrer la bonne personne qui va changer. Mais quelle est la discussion que tu vas avoir avec cette personne? Est-ce que tu vas faire quelque chose de cette opportunité? Est-ce que tu vas la laisser passer? Donc moi, bien sûr, j'étais chanceux. Bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont fait en sorte que voilà, j'arrive à avoir pas mal de choses aujourd'hui. Mais j'ai transformé cette chance en opportunité. Je ne l'ai pas laissé passer, je m'en suis pas servi à mauvais escient, parce que la plupart du temps, les gens, ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont demander un truc qui n'a rien à... Enfin, tu vois, ils vont... T'as capitalisé dessus, t'as travaillé comme un acharné dessus, Ouais, et après t'as... Bien sûr, mais Ouais, tu as capitalisé ensuite pour transformer ça en business, ces rencontres. Mais voilà, ça, Et fait puis partie après, aussi, ça fait partie aussi de pour moi, l'entrepreneuriat. c'est primordial. Le Sans relationnel aujourd'hui, il est primordial. Mais après, pour en revenir un petit peu à la visualisation, dans l'entrepreneuriat en tout cas, lorsqu'on on crée une entreprise, la vision, elle est primordiale sur ce qu'on souhaite obtenir comme objectif,
ce qu'on souhaite atteindre. Si on n'a pas de vision, on navigue à vue et ça peut pas marcher. Bien sûr. Et comment tu dirais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui aimerait travailler peut-être justement sa vision? C'est y mettre du sens, encore une fois. C'est-à-dire que je reprends des exemples bateaux comme moi j'ai eu une révélation en lisant le bouquin de Simon Sinek. C'est-à-dire que tu vois, moi j'avais cette cause profonde, ce que je t'expliquais par rapport à mon père. J'avais cette cause profonde qui m'a donné énormément d'énergie et à bâtir ce mindset pour pouvoir réussir dans la vie. Mais j'arrivais pas à mettre de mots là-dedans. Et jusqu'au jour où je découvre un conférencier qui s'appelle Simon Sinek, qui a écrit un bouquin sur les cercles d'or. Et en gros, Sinek a étudié toutes les grandes entreprises qui ont explosé et tous les grands leaders de ce monde. Et en les étudiant pendant des années et des années, il s'est aperçu qu'ils avaient tous un point commun. C'est qu'ils avaient un why, un pourquoi extrêmement fort. Et lorsque tu mets un pourquoi, c'est-à-dire que tu mets du sens dans tes projets, dans ce que tu mènes, ça amène de l'émotion. Et lorsque tu apportes de l'émotion, ça crée des Apple où personne n'arrive à comprendre pourquoi Apple, lorsqu'il sort un nouveau téléphone, tu as une queue de 20 mètres devant chaque Apple Store. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de l'émotion dans leur téléphone. Le rêve de Steve Jobs, c'était quoi? C'était de foutre un ordinateur et de changer le monde par la technologie. Et les gens ont adhéré à ça, plus qu'au produit. Et le pourquoi d'Apple, c'était ça, c'était de changer le monde. Si tu mets du sens, et toutes les entreprises qui cartonnent, elles ont toutes un why extrêmement fort. Bien sûr. Et du coup, toi, ça a été quoi le why de ton entreprise? Le changement. IAD, c'était le changement. On s'est rendu compte, en 2007, je me souviens d'avoir lu un sondage. Ils avaient fait un sondage dans les grandes écoles françaises et déjà à l'époque, 56% des étudiants avaient répondu qu'ils souhaitaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'était en 2007. Et là, je me suis dit, il va y avoir un changement sociétal qui va être profond. Et la preuve en est aujourd'hui, la génération Y, Z. Il y a eu un sondage récemment où cette génération-là aspire au bien-être en entreprise. Ça passe même devant le salaire, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un changement de shift. Donc cette génération rêve de liberté, rêve de bien-être, et bien même avant le salaire. Donc on s'est dit, il va y avoir vraiment, ça va changer, ça va évoluer. Et ça correspondait avec l'arrivée de l'Internet, etc. Donc ouais, on voulait créer une entreprise où les gens pourraient être épanouis en étant libres. Et tu peux résumer aujourd'hui ce que fait IAD en ce que j'allais te dire, c'est ça qu'on a enchaîné les sujets, mais... Alors, IAD, c'est le premier réseau européen de mandataires en immobilier. À la différence des agences traditionnelles comme Century, Orpi, on a dématérialisé l'agence physique et la vitrine immobilière est sur Internet. On a 18 000 conseillers en Europe et au Mexique et maintenant aux États-Unis. C'est vrai que tu as ouvert aux États-Unis maintenant. Ça y est, on a ouvert officiellement la Floride cet été. Dit, incroyable. Ouais, cet été, ouais. Incroyable. Et c'est un réseau en MLM, donc un conseiller qui fait ses preuves peut devenir manager et en tant que manager, il peut recruter une équipe. Ok. La puissance du business model du MLM, c'est quelque chose qui est énorme, qui est souvent aussi des fois un petit peu critiqué dans certaines industries, mais qui quand il est bien mis en place, j'imagine, peut avoir un effet qui est énorme. Alors oui, il est critiqué dans certaines industries et dans certains pays, mais en fait, la frontière entre le légal, comme les systèmes pyramidaux, et IAD, c'est que chez IAD, il n'y a pas de promesse de gain. C'est pas parce qu'un manager va recruter dans son équipe un futur conseiller qu'il aura une promesse de gain. Chez IAD, il n'y a pas de promesse de gain parce qu'il a parrainé quelqu'un. Il va toucher sur le chiffre d'affaires de la personne qui l'aura accompagné, formé et qui commencera à faire du chiffre d'affaires, tout simplement. Ok.
Aujourd'hui, tous les deux, vous avez un point commun. Donc, du coup, Jérôme, tu as pu développer directement une licorne. Vous, aujourd'hui, avec Shares de l'autre côté, vous n'êtes pas encore une licorne, mais c'est en train. Ça va en tout pas cas, tarder. vous êtes en train d'arriver dans ce cercle fermé. C'est quoi principalement pour vous les différences entre le fait de monter une boîte, par exemple, qui va faire plusieurs millions ou qui va valoir plusieurs millions et vraiment une licorne? C'est quoi principalement pour vous les différences dans la conception et le développement? En plus du why, du coup. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est le même process. C'est comme quand tu vends un tapis, il faut que tu trouves, je le dis à chaque fois, si tu arrives à vendre un tapis, il faut que tu trouves la solution d'en vendre 10, d'en vendre 100, d'en vendre 1000, d'en vendre 1 million. Sur une boîte comme Shares, typiquement, voilà, aujourd'hui, c'est une boîte dans laquelle on a commencé, donc c'est une plateforme de trading. On en parlera un peu plus longuement plus tard, mais l'idée, c'était, on a commencé avec l'Angleterre. Parce qu'on a été régulé d'abord en Angleterre. Pourquoi vous avez fait le choix de l'Angleterre d'abord? C'était simplement parce qu'on a eu toutes les accréditations et les autorisations d'abord au UK. On aurait voulu commencer par la France, parce que ça reste chez nous, et après développer le reste de l'Europe, et bien sûr également l'Angleterre, les États-Unis et d'autres pays. Mais voilà, ça s'est avéré qu'on a commencé avec l'Angleterre, ce qui n'était pas plus mal, parce que ça reste un pays où c'est énorme, beaucoup de gens investissent dans les stocks, dans les cryptos, etc. Et puis bon, voilà, on a une proximité. Nous, on est entre Paris et Londres, donc c'est assez facile, tu vois. C'est pas comme si on avait commencé aux États-Unis ou en Chine ou en Amérique du Sud, tu vois. Donc voilà, on connaît. Et puis c'est une plateforme de trading et un social network, donc un réseau social. Donc on a fait beaucoup de marketing, on a mis beaucoup d'actions en place avec des acteurs, des gens connus. Voilà, l'Angleterre, c'était pas plus mal au final qu'on commence par l'Angleterre, pour aussi avoir un produit parfait. Et après on a lancé la France depuis quelques mois. Mais donc voilà, l'idée c'est que plus on va ouvrir de pays, plus on va avoir de data, plus on va avoir de nouveaux clients, plus on va avoir de nouveaux trades, plus on va se rapprocher d'une valorisation d'une boîte à plus d'1 milliard. Donc, mais c'est vrai qu'on a eu de la chance, de la chance. Je sais pas si on ça de la chance, mais on est arrivé au bon moment. On est arrivé sorti du Covid, tout le monde c'était Après, vous avez une bonne exécution aussi en termes de vitesse pour. On a été une exécution assez incroyable, parce qu'on en a parlé au mois de juin avec Ben, avec mon associé. J'en appellerai toujours à Roland-Garros. On était en plein mois de juin. Au mois de juillet, la boîte était immatriculée, et au mois de septembre, on avait déjà levé beaucoup d'argent. Ouais. Donc, juste après, les salariés faisaient que d'augmenter. Et après, on est passé j'ai même pas vu. Enfin, on est passé de 3-4 salariés à plus de 200 personnes. Franchement, en combien de temps, ouais. Je vais pas dire une connerie, mais franchement, je dirais en 9 mois, quoi, 8-9 mois, tu vois. Mais déjà, rien qu'au mois de juillet et au mois de septembre, on était passé de 4 à 40, quoi, tu vois. Quelque chose comme ça. Comment je fais pour gérer justement ce scaling-là? Parce que c'est très agressif quand même comme scaling. Donc pour pouvoir le maîtriser, c'est... Après, on avait levé de l'argent en conséquence, donc on s'est structuré. Effectivement, tu peux pas embaucher 200 personnes sans lever de fonds. Donc on avait levé pas mal de fonds, et après on s'est structuré. Mais c'est vrai qu'on a commencé dans un petit WeWork, et puis on a fini avec des gros bureaux à Londres, des gros bureaux à Paris, des bureaux à Krakow. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant, même pour moi, tu vois, qui ai toujours travaillé, qui ai toujours eu des très bonnes boîtes, et je m'en plains pas dans tout ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que ça a été... C'est une aventure Oh non, mais je le dis à chaque fois, je souhaite à tout le monde de vivre une aventure comme ça. Parce que c'est un peu ce que tu vois dans les films, quoi, tu vois. C'est un peu ce que tu vois dans les films. Enfin, en tout cas, pour mon expérience à moi, tu vois, le businessman qui a beaucoup de salariés, qui voyage, c'est trippant, tu vois. Là, on parle pas de... Parce que tu me disais à chaque fois, c'est une aventure plus qu'une boîte ou plus qu'un business ou quoi, c'est vraiment une aventure. On fait tout pour que ce soit une boîte, une licorne, voilà, c'est pas un objectif. Le but, c'est qu'on perdure et qu'on fasse bien plus. Mais voilà, le licorne, c'est un step, c'est pas un objectif. Mais c'est vrai que je souhaite à tout le monde de vivre une aventure comme ça, parce que c'est assez gros, tu vois. Et même les partenaires avec lesquels on a levé de l'argent, on a levé quand même de l'argent auprès de Valar Aventure, donc, qui a été créé par Peter Thiel, donc premier investisseur sur Facebook, et il a cofondé PayPal avec Elon Musk. Donc, si tu veux, c'est assez énorme, quoi, tu vois, c'est assez énorme comme truc. Donc, ce genre d'aventure, oui, je souhaite à tout le monde d'avoir un truc
d'avoir un truc comme ça, quoi, franchement. Mais bien au-delà de faire une licorne. Pour moi, encore une fois, une licorne, c'est simplement un step. Et simplement un step et non un but. Parce que, bon, au final, en France, il y a très peu de licornes, t'en fais partie. Il y en a très peu, mais voilà. Dans les États-Unis, t'en as un peu plus. Mais voilà, pour moi, c'est un step et non un objectif. Mais par contre, cette aventure assez incroyable de partir de zéro, pour le coup. Tu vois, de partir vraiment de zéro et de s'adosser à des monstres comme Peter Thiel ou comme tu vois, les sœurs Williams qui sont associées avec nous. Enfin, c'est assez gros. Et puis, voilà, on est comme une boîte, tu vois, qui est kiffante, quoi. Ouais. Tu vois, on parle de stock, on parle de crypto, on parle d'investissement. De réseau social. Voilà, de réseau social. Donc, c'est un truc, on est en plein air du temps. Je sais pas si j'aurais eu tu vois, la même envie ou si j'avais eu, tu vois, la même énergie. C'était une boîte, on va dire, plus B2B ou dans un secteur qui me plaît moins, tu vois. Là, surtout post-Covid, on est en plein air du temps. Enfin, tu vois. C'est le bon timing, ouais. C'est le bon timing. Et sur ça, toi, Jérôme, aujourd'hui, sur Yadé, t'as levé des fonds, toi, ou ça a été 100% bootstrap, ou comment ça s'est passé? Ouais, on a levé des fonds 3 fois. On a fait 3 opérations de LBO. LBO, ça tu peux expliquer ça tient ou pas? Ouais, ça tient. Non, ça tient, Ouais. c'est bon. LBO, tu peux expliquer en quelques mots? Juste pour rebondir par rapport à ce que disait Taylor sur la différence entre monter une boîte avec sur un petit chiffre d'affaires et vouloir être global. En fait, c'est dans la vision, dans ce que tu souhaites monter avant de créer la boîte. C'est-à-dire que nous, depuis le départ, on avait de très grandes ambitions, une grande vision pour Yadé. Yadé, l'objectif, c'était de devenir numéro 1 mondial. C'est-à-dire que c'était acté, c'était dans l'ADN d'Yadé. Et quand on a commencé à parler d'Yadé, à recruter les premières personnes, c'est ce qu'on leur disait. Et les gens qui ont rejoint l'aventure Yadé ont été entraînés par ce rêve-là. Il y avait la culture d'entreprise autour de ça dès le début, en fait. Dès le départ, on leur avait dit qu'on serait international et qu'on serait numéro 1 mondial de la transaction. Ok. Ok. Ça, c'est un truc qui est intéressant, je trouve, à voir, parce que c'est vrai que vous aussi, pour Shares, vous aviez la même dynamique comme ça, où dès le début, vous partiez sur ça. Et c'est vrai que moi-même, je me posais la question de est-ce que c'est une boîte, par exemple, que tu vas développer, au début, tu vas faire des centaines de milliers d'euros de chiffre, puis après des millions, puis après, tu te dis que tu vas aller viser des milliards. Mais en fait, là, ce que je vois, c'est dès la fondation, en fait, tu es parti dans une optique où tu construis les fondations sur une vision comme ça. Mais parce que c'est rare, sans objectif dès le départ déterminé, de pouvoir scaler ta société comme il le faut. Et d'attendre au gré du vent que ça fonctionne et que tu fasses de plus en plus de chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est dès le départ, et c'est en cela que j'admire beaucoup les boîtes américaines, parce que toutes ces startups voient déjà global dès le départ, en fait. Bon, elles ont accès à un marché de fonds d'investissement qui fait qu'elles ont cette possibilité-là, mais en tout cas, intrinsèquement, dans les boîtes américaines, la plupart du temps, elles voient global, et elles voient mondial. Bien sûr. Et elles voient très grand. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Yadé. C'était vraiment dans notre ADN. Et c'était quoi les principales peut-être difficultés que vous avez rencontrées dans le scaling de Yadé? Parce que j'imagine que ça n'a pas été tout rose et une croissance qui a été hyper... Alors déjà, en amont, il y a eu beaucoup de préparation. C'est-à-dire qu'un an avant l'ouverture officielle d'Yadé, il fallait mettre en place tous les process, l'intranet, etc. Mais on en parlait tout à l'heure. C'est pas tant avoir une bonne vision et donner du sens. L'exécution, elle est primordiale. Et malheureusement, parce que je suis aussi VC et je vois beaucoup de projets intéressants, mais je sais que l'exécution, Bien sûr. elle n'est pas terrible et que voilà, ça n'aboutira pas. Ou Mais à c'est contrario, on a des idées avec une bonne exécution, mais il n'y a pas de sens, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est pour moi 2 choses qui sont intrinsèquement liées, si tu veux qu'il y ait une grande, de fortes chances que la start-up réussisse. Mais on a tous des idées incroyables. Après, c'est ce que tu arrives à Mais l'exécuter. les idées, c'est facile. Ce qui est dur, c'est de mais garder dans le même- temps, de même- rester même- focus Mais dessus. l'exécution, elle est Mais même quand primordiale. j'étais gosse, combien de fois je me suis dit, le jour où quelqu'un te livre McDo à la maison, tu deviens milliardaire. Et au final, en fait, on a tous cette idée. Et puis des années plus tard, voilà, tu as plein de boîtes qui se sont développées dans ce secteur-là. Mais des idées, on les a tous. Après, c'est combien de fois, moi, je croise des gens, ils ont tous des idées incroyables. Tous, sans exception.
mais est-ce que tu peux, est-ce que tu sais l'exécuter? Est-ce que tu vas avoir la résilience aussi pour rester focus dessus le temps que ça réussisse? Mais c'est très compliqué parce que de toute façon, tu peux pas réussir, tu peux pas faire une boîte comme IAD ou quoi, 1 milliard. Toi, c'est ta première boîte, Jérôme, ou ça a été... Non, c'était ma deuxième expérience entrepreneuriale. Moi, j'ai connu l'échec. Et après, c'est ce que je disais. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir dans mon entourage des mentors ou d'autres entrepreneurs. Donc, l'école de la vie et l'école de l'échec a été mon meilleur mentor. C'était quoi les échecs, par exemple, le plus gros échec que tu as rencontré à tes débuts? Alors, moi, j'ai créé après. Alors, j'ai eu une carrière dans le salariat avec des bons postes. Mais ce que j'avais réalisé pendant ces expériences, il y avait une des boîtes, la dernière, dans laquelle j'étais. J'étais responsable, mais j'avais un manager au-dessus de moi qui était un confini. Et je me suis dit, mais si moi je subis ça, imagine le nombre de Français qui subissent ça, quoi. Donc ils ne doivent pas être épanouis et heureux au boulot. Et donc ça m'a donné l'envie de créer ma propre boîte. Et j'avais créé une boîte c'était à l'époque du digital, où Internet commençait à arriver, à exploser, etc. Et j'avais créé une boîte de conseil, de consulting en transformation digitale pour les entreprises. Ça n'a pas été une franche réussite. Je l'ai revendu quand même. J'ai sauvé ma peau parce que je l'ai revendu pour 1 euro symbolique. C'est beau. Mais j'ai énormément appris. Belle valo. J'ai énormément appris. Ça n'a pas pour moi, le fait d'apprendre. Et vraiment, les grandes leçons, c'est quand tu te lances dans la création d'une start-up, entoure-toi. Ne te lance pas seul. Vraiment. Surtout si c'est ta première expérience. Faut pas se lancer seul. Sinon, ça peut pas fonctionner, c'est impossible. Et 2, c'est l'exécution. L'exécution. Et ça, c'est primordial, vraiment primordial. Et donc, du coup, j'ai énormément appris pendant cette phase-là. Et c'est des erreurs, je me suis promis de ne pas les recommencer. Et c'est bien rentré dans ma tête. Et, quoi, comme par exemple, comme erreur qui t'est bien restée dans la tête, t'avais quoi? La prise de risque. C'est quand tu démarques, t'es jeune... la prise de risque, tu as un peu de mal avec ça, dans le sens où oui, j'ai beaucoup mûri par rapport à ça, parce que derrière l'entrepreneuriat, il y a le mot aventure, il y a donc prise de risque. Et toutes les startups qui ont explosé, qui ont réussi, c'est parce qu'il y a eu derrière une prise de risque. Bien sûr. Les gens minimisent énormément ça. C'est vrai que tout le monde pense que tu te lèves un matin. Non, en fait, tu risques presque ta vie tous les jours. C'est quoi le plus gros risque que vous avez pris? De créer IAD alors qu'on était dans un contexte, parce que si on remet dans le contexte, on est en 2008, sortie de crise des subprimes. Oui, en plus c'est en 2008. Ouais. L'immobilier, c'était pas... Voilà. C'était une catastrophe. Et non, puis, le timing, c'était plus compliqué. Et puis disrupter un marché qui était quand même, le mot est fort, mais sclérosé. C'est-à-dire que depuis une 50aine d'années, le marché était fragmenté en deux. C'est-à-dire qu'on avait la part des intermédiaires, donc les professionnels de l'immobilier comme les Century, etc., qui avaient 50% du marché de la transaction immobilière. Et puis les 50%, c'était les particuliers ou les notaires. Et puis il y avait cette espèce de coopétition entre professionnels, et ça n'avait pas évolué d'un iota. Et donc nous, on est arrivé, on a quand même un peu disrupté le marché avec des honoraires extrêmement bas, parce qu'on a un coût d'exploitation extrêmement bas, tout en rémunérant mieux nos conseillers. Et donc l'histoire, elle était... Voilà, c'est QFD. Toi, tout à l'heure, c'est quoi le plus gros risque que tu as pris à tes débuts? Je pense que tout ce que j'ai fait, j'ai pris un risque. Après, moi, j'ai plus ce truc-là de la peur de l'échec. Tu sais, les gens, ils ont peur de l'échec parce qu'ils pensent que si tu vas avoir un échec, tu vas te faire pointer du doigt. Et au final, tout s'oublie. Tu vois, les gens oublient très vite tout ce qui se passe. Même ce que tu as dans les médias, parfois, je vois des trucs. À chaque fois, toujours un nouveau truc. Je leur dis, t'inquiète pas, aujourd'hui, tout le monde parle de toi. Demain, plus personne ne va parler de toi. Et c'est compliqué quand tu es dans une sauce, entre guillemets, de se dire ça. Et l'échec, c'est un peu ça. Donc moi, ma plus grande prise de risque à l'époque, c'était surtout à me dépasser sur cette peur de l'échec. Parce que j'avais peur
back in the day, à qu'on me pointe du doigt si j'échoue. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'échec faisait partie de la réussite, d'un succès, peu importe. Et la personne qui te dit « je n'ai jamais fait d'échec dans ma vie », c'est tout simplement un menteur. Clairement. Aujourd'hui, si un Elon Musk, il a lancé 3 fusées et il s'est planté, je pense que c'est un échec. Enfin, tu vois, mais lui, il n'appelle pas ça un échec pour un échec, il appelle ça, c'était un step, un process pour y arriver. Donc, mais parce que c'est la mentalité française. Oui, aussi, ouais, bien sûr. Aux États-Unis, lorsque tu crées une boîte 100%. et que tu te plantes, si tu recrées une autre boîte, tu peux ici, tu peux trouver des fonds, tu peux trouver des fonds facilement et faire une autre levée de fonds. Parce que les fonds vont considérer que ça a été une expérience. Bien sûr. Alors qu'en France, si tu plantes une boîte, t'es fiché. Donc c'est vraiment un mindset qu'il faut ça pour la France, qu'il faut changer. Toi, ça a dû te faire évoluer justement ça quand t'es parti aux US, ça a dû avoir un switch dans ton paradigme quand même par rapport à... Moi en fait ma vraie prise de risque, c'est que je voulais vivre un rêve qui était plus ou moins inatteignable parce que j'ai arrêté l'école très tôt, je suis parti très tôt. T'as arrêté à quel âge déjà ? J'ai arrêté, j'avais même pas 15-16 ans. Tu vois, j'ai arrêté. J'ai bossé sur les marchés. Oui, j'ai même pas passé le bac moi. J'ai arrêté avant le bac, tu vois. J'avais sauté une classe, j'avais passé mon bac en candidat libre et je trouvais ça cool de dire je vais réussir mais sans avoir eu le bac, tu vois. Et donc du coup, j'ai pas eu le bac. J'ai quand même été aux épreuves, mais j'avais pas été toute l'année de terminale et j'avais eu, je crois, 9 ou 9,80 de moyenne. Et en vrai, j'avais juste à aller au rattrapage mais je sais pas pourquoi à l'époque j'avais ce truc-là de me dire ouais c'est cool de pas avoir le bac si je réussis, tu vois. Mais c'est n'importe quoi, tu vois, avec le recul. Genre demain j'ai des enfants, je les pousserai pas du tout à faire ça. Mais à l'époque j'étais un peu plus, tu vois, marginal. Donc je venais de banlieue, je voulais avoir un parcours un peu atypique et quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais toujours je sais pas ce que je veux faire, mais je veux faire quelque chose de différent. Et c'est vrai qu'au final j'ai fait quelque chose de différent hors norme de ce à quoi j'étais voué, tu vois. Un parcours beaucoup plus classique. T'avais pas du coup visualisé ce que tu voulais faire précisément, mais t'avais quand même visualisé que tu voulais un truc différent. Mais ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, je visualisais beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, je visualisais qu'il fallait que je m'en sorte, qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent. Je savais que j'allais faire un truc de différent. Et tu le ressentais. C'est un truc de malade. Mais du coup, je suis parti très vite aux États-Unis. Et c'est vrai que, est-ce que j'ai réussi en arrivant aux États-Unis ? Non. Seulement, ça m'a ouvert mon esprit. Et après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de rencontres qui ont changé ma vie, directement et indirectement. Mais oui, voilà, ma prise de risque, elle a été que j'ai tout lâché. Je me rappelle à l'époque, mes potes, je parle même pas de ma famille, mais en tout cas, mes potes me prenaient pour un fou, quoi. Tu sais, je faisais les marchés, je gagnais un petit peu ma vie, une centaine d'euros par-ci, par-là, et j'étais content. Parce que mes potes étaient encore à l'école et ils gagnaient pas leur argent. Mais quand après ils ont commencé à aller dans des grandes écoles et je me rendais compte qu'ils allaient gagner beaucoup plus d'argent que moi, là je me suis dit putain, je vais pas faire les marchés toute ma vie, tu vois, je vais pas vendre des sous-vêtements pour femmes, il fallait que je fasse quelque chose, tu vois. Donc oui, ma plus grande prise de risque, elle a été de sortir de nulle part, tu vois, parce que tu vois, j'ai pas non plus un background genre où mes parents ont eu le même parcours que moi. Pourquoi tes parents ? Ma mère, elle est prof et mon père était éditeur d'art, donc rien de particulier. Mais voilà, donc tu vois, mon plus grand risque, il a été de tout lâcher sans avoir de modèle, tu vois, ou d'entreprise à récupérer et de partir et de faire ma propre expérience. Ça a été ma plus grande prise de risque. Mais encore une fois, moi, voilà, ça c'est entre parenthèses, mais à l'époque, le truc le plus dur à surmonter encore aujourd'hui, c'est toujours la peur de l'échec. Mais je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, ça fait partie d'un process de rater, enfin d'avoir des échecs. Et encore une fois, je ne prends pas l'échec comme un échec, je prends l'échec comme une expérience, quoi qu'il arrive. On va bientôt parler un petit peu plus d'investissement, ouais. Mais avant ça, j'avais une question que je voulais vous poser. C'est vrai que souvent on entend, dans le climat actuel, notamment qu'en France, c'est quand même très dur d'entreprendre, que quand même il y a une mentalité en France qui est assez pesante. Que c'est très compliqué de changer de classe sociale, qu'on est assez bloqué dans le système actuel. Pourtant, tous les deux, vous avez grandi quand même en banlieue. Vous avez réussi à avoir des success stories où vous avez complètement évolué de manière professionnelle, de manière personnelle et eu quand même une grosse évolution. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est toujours pareil? Est-ce qu'en France, il y a un climat, on va dire, qui est propice pour entreprendre ou pas? Parce qu'il y a quand même des actions avec la BPI, etc., plein de trucs, mais en même temps, il y a un climat qui est différent peut-être des US. Moi, je vais être nuancé dans ma réponse. D'abord, la France, j'ai pas mal voyagé, c'est le meilleur pays qui existe au monde.
Ok. Voilà. Donc on va poser les débats, c'est clair et net. Pour entreprendre, c'est difficile. C'est difficile. Mais si on reste factuel, j'aimerais dire, parce qu'on parle beaucoup d'IA en ce moment, les plus gros cerveaux en IA, c'est quand même des Français qui sont derrière. Mais la France ne sait pas les garder puisqu'ils sont tous aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. Tu as une fuite des talents, des cerveaux. Donc c'est quand même incroyable. Mais on a quand même un écosystème start-up qui est extraordinaire. On a un très bon Qui est vivier, mais les gens, extraordinaire. Même dans le Web3, dans la crypto, quoi, tu as quand même C'est beaucoup énorme, de Français ils qui sont sont vifs, très très chauds. ils sont Hein. très vifs. Hein. Ah, Ah quand ouais. même. Ouais, ils sont Non, mais très c'est vifs. extraordinaire. On a des talents qui sont extraordinaires, mais on n'arrive pas à les retenir. Ils partent tous soit à Dubaï, soit aux États-Unis. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors moi, je ne suis pas politicien. Je crois comprendre ce qui pourrait changer un peu la donne. Mais c'est vrai que c'est pas dans la mentalité française d'entreprendre, voilà, tout simplement. Mais ça devient de plus en plus quand même si chez les on- jeunes. mais si on veut, on le peut. Et voilà, c'est un ancien ministre qui disait que si on réussissait en France, On peut on réussir pouvait partout. réussir Ça, partout. c'est une phrase que je te dis souvent aussi. Donc, Ouais. Lancez-vous en France et puis ouvrez d'autres boîtes ailleurs. Mais je crois que le contexte actuel est assez favorable pour créer des boîtes en France. Ok. Toi, Taylor, t'en penses quoi? Moi, je pense que tu as un peu cette facilité déjà pour les gens de dire ah ouais, moi, si j'étais aux États-Unis, je cartonnerais, je ferais ci, je ferais ça. Pour moi, encore une fois, je l'avais fait un reel sur ça, et je l'avais déjà dit dans une vidéo, les gens se donnent une excuse. Parce qu'en fait, c'est tellement lointain de se dire si j'étais aux États-Unis, je ferais ci, je ferais ça et je marcherais, alors que c'est pas vrai. Tu serais aux États-Unis, tu ferais pas plus. C'est qu'en fait, c'est tellement lointain, c'est un rêve qui est quasiment irréalisable pour une personne qui va dire ça. Que, tu Oui, vois. parce qu'il y a le rêve américain qui est ancré dans la tête des gens. Voilà, mais donc du coup, ils vont plus ou moins décrédibiliser et minimiser la France. Pour moi, la France, c'est un... Puis je t'ai bien vu sur les vidéos, je le dis à chaque fois. Pour moi, je trouve pour moi, c'est un super pays. Je trouve que c'est un pays qui est incroyable. On a la chance aussi de vivre à Paris, qui est une ville exceptionnelle. On ne peut pas enlever effectivement l'aspect mentalité qui est très compliqué. Quand tu réussis, quand tu entreprends, tu es toujours le méchant et il y a toujours un vice derrière. Enfin, tu vois, ça, c'est la mentalité française. Mais je trouve que si tu veux travailler en France, tu peux vraiment bien travailler, tu peux gagner ta vie. Après, oui, c'est sûr que tu as le rêve américain et puis tu as d'autres pays. Et selon ton business, c'est sûr que toucher 60 millions d'habitants et toucher 350 millions, il y a une différence. Mais, Non, mais factuellement, après, quand on regarde bien, 26 licornes en France quand même. C'est pas pour rien. On a Euratech à Lille qui est le plus gros incubateur d'Europe. On a Station F, on a l'école 42. on a YAD, voilà, on a YAD surtout. On a des initiatives avec un écosystème start-up qui est juste incroyable. Maintenant, il faut savoir retenir ces talents-là. Ouais, c'est ça le problème. On a un vivier qui est tout simplement incroyable. Incroyable. En parlant de talent, il y a effectivement une partie qui part beaucoup aux États-Unis. Il y a une partie aussi maintenant qui part de plus en plus aussi à Dubaï. Ouais. J'ai vu que tu y étais aussi quand même fréquemment, Jérôme, que des fois tu faisais des voyages aussi à l'étranger, notamment là-bas. C'est quoi un petit peu ton avis sur Dubaï en tant que jeune, dans le sens où aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent aujourd'hui des podcasts, qui regardent ces vidéos YouTube justement aussi dans le but de structurer, dans le but de se développer. Est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à un jeune qui a par exemple typiquement un business en ligne ou qui est en train de développer son entreprise de justement rester en France ou plutôt d'aller par exemple changer justement de pays, typiquement Dubaï, pour peut-être dans un autre mindset, une autre énergie Alors c'est une vaste question. Moi je crois que Dubaï c'est une sirène. Alors certes elle a une belle voix, mais après je n'y ai jamais vécu. J'y vais régulièrement. J'ai créé une start-up là-bas. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont là-bas pour des raisons fiscales. Nous, on avait cette opportunité avec YAD. Le fonds nous avait proposé de créer une holding au Luxembourg. Mais j'ai pas voulu parce que c'est trop facile. C'est-à-dire que tu crées ta boîte en France, tu réussis en France, on te met l'infrastructure nécessaire pour pouvoir réussir. Et une fois que tu réussis, tu payes tes impôts ailleurs. Ou tu fais de l'évasion fiscale. Là, pour le coup, tu payes zéro d'impôt. De l'optimisation, Maintenant, etc. il y a une taxe quand même. Maintenant, cette année, ça commence. Ouais, mais bon, elle est minime. 9% ouais, sur le bénéfice. Elle est minime, Mais, quand tu compares par rapport à la c'est France. trop facile. Même Après, les pour charges répondre salariales, enfin, tu vois.
Mais pour répondre à ta question, je peux comprendre que certains jeunes souhaitent s'expatrier à Dubaï et s'installer là-bas. Parce qu'il y a un cadre quand même. Moi, quand je vais à Dubaï, je ressens exactement cette énergie qu'il y a à Londres ou que tu peux retrouver à New York. À New York, ouais. Il y a une énergie dans ces villes où tu te dis tout est possible. Ouais, ça sort du sol. Ouais, c'était on en Ah parlait ouais, d'ailleurs. mais tout est Ouais, possible. tu Et le tu ressens. rencontres facilement des gens, tu peux te faire un réseau facilement, etc. Il y a une fréquence qui est particulière. Exactement. Et c'est vrai que je peux comprendre aussi que voilà, ça peut t'aider dans ton mindset à vouloir créer une start-up là-bas. Mais après, si tu me demandes mon avis personnel, on est tellement bien en France. On est tellement bien en France. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ah, franchement, la France, c'est incroyable. Pour moi, Dubaï, c'est un Disneyland pour adultes. Après, le seul truc que je peux pas enlever à Dubaï, pourtant je suis pas un grand fan de Dubaï, pourtant j'y ai été pendant pas mal de temps il y a des années, c'est en fait cette culture entre guillemets du bien-être. Ouais. En fait, On en parlait du biohacking, ouais, de la c'est performance. qu'en gros, tu vas gagner, je te dis n'importe quoi, X euros par mois, tu vas dépenser beaucoup pour ton bien-être personnel. Enfin, ton cuistot, Ça a ta salle switché de récemment, sport, quand ouais, même c'est un beaucoup. truc de malade. Avant, c'était Genre- beaucoup les voitures, Ouais, c'est un les truc de fou. sapes, les Et en monstres, fait, maintenant, ça switch. et ce qu'on n'a pas ici, tu vois, ici, tu fais le moindre truc, bah, C'est une galère. tu prends enfin, tu vas chez ton n'importe quoi, un ostéo, un kiné, ça te coûte 100 balles, 130 balles, ta séance, t'as rien fait encore, tu vois. Et donc le bien-être en France, c'est compliqué, quoi, parce qu'avec tout ce que tu payes, tes charges, enfin, si t'as une famille, des enfants, ça va vite, quoi. Donc c'est compliqué d'allouer un budget pour ton bien-être. Et c'est vrai que la chance qu'ils ont à Dubaï, c'est le fait d'avoir aussi peu de taxes et d'avoir autant de choix pour, tu vois, être bien dans sa peau. C'est assez incroyable. Donc c'est le seul truc, moi, que j'aime bien sur Dubaï. Après, bon, c'est jamais une ville qui m'a spécialement attiré. Je préfère les villes avec un peu plus d'histoire, tu vois. Ouais, non, mais encore une fois, je juge pas les jeunes qui se sont installés là-bas ou qui souhaitent s'installer là-bas. Après, T'as un c'est effet de vrai mode que- aussi, hein. C'est vrai qu'ils ont créé un cadre qui est quand même assez exceptionnel. Mais voilà, d'un point de vue personnel, voilà, Tu penses que c'est une mode ou que ça va durer? Écoute, moi j'ai toujours pensé que c'était une mode post-Covid. Enfin, pendant le Covid, parce que pendant le Covid tout était ouvert et qu'en fait ça a énormément bougé pendant le Covid, en tout cas par rapport aux Européens, je trouve. Écoute, non, bah, je pensais que c'était une mode et en fait je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui y vont parce que tu as un cadre de vie qui est assez incroyable, tu as une sécurité qui est exceptionnelle. Est-ce que moi je m'y retrouve? Non, je suis très bien à Paris, je suis très bien à Los Angeles, j'adore LA même si c'est de moins en moins safe. Enfin, tu vois, genre, non, j'ai besoin d'être dans ce type de ville-là. Dubaï, pour moi, pour ma personne, je ne m'y retrouve pas spécialement. Et puis ça dépend. C'est vrai que quand tu es un peu plus jeune, ils ont un peu aussi ce système-là de remote, tu vois, de bosser en télétravail, de bosser de chez soi. Parce que moi, j'ai un peu plus de mal. Donc, je préfère des grandes villes où tu rencontres des gens. À Dubaï, j'ai l'impression que personne ne se rencontre, mais tout le monde, soit ils se rencontrent lors d'événements ou ils travaillent tous depuis chez eux. Donc, j'ai un peu plus de mal avec ça. Mais ça, c'est un peu une nouvelle génération que, même si je suis dans l'entre-deux et que je n'ai pas non plus... tu vois, j'ai ni 20 ans ni 70 ans, je suis dans l'entre-deux, donc je préfère ce côté un petit peu old school où tu as tes bureaux, tu vas rencontrer des gens. Je suis pas du tout, je suis pas un fan de remote, quoi. Par exemple. Je déteste pas un digital nomade. Hein? T'es pas un digital nomade. J'aime, mais j'aime ce côté un petit peu old school. Ouais, à la tu Wall vois. Street, t'es dans le bureau, costard, truc. Parce que pour moi, je pense que t'es jamais aussi performant que entre quatre avec un yeux. cadre. Entre quatre yeux. Tu vois, quand tu as beaucoup plus de facilité à dire non à quelqu'un par téléphone que de... Non, et puis toutes ces boîtes de la tech, les géants, ils en sont revenus du à remote. fond. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, ils obligent de plus en plus les salariés qui étaient en remote à revenir au bureau. Ah mais bien sûr, mais c'est vrai que c'est tu vois, après, voilà, même nous sur Shares, tu vois, sur une des boîtes, on a beaucoup de gens en remote, donc c'est vrai que parfois c'est compliqué. Tu vois, as énormément de salariés et puis t'as l'impression dans les bureaux, tu les vois moins. Et c'est pour ça que toutes les plus grosses startups, elles reviennent de plus en plus à ça, parce que quand tu as beaucoup de salariés, le kiff aussi, c'est t'arrives dans ton bureau, enfin tu vois, c'est excitant. Tu vois, bien sûr, c'est excitant quand tu vois tout le monde travailler, tu vois, et ça donne encore plus envie de bosser. Si tu as 1000 salariés et que tu arrives dans ton bureau, que vous êtes 10, tu te dis où ils sont, tu vois. Donc, et je comprends que tu as de plus en plus de grosses boîtes qui reviennent à ça, parce que franchement, c'est dur, quoi, tu vois. Ouais. On a parlé un petit peu de vos boîtes.
Maintenant, je sais que vous investissez aussi pas mal, de plus en plus aussi dans des startups, dans différents types de projets. Toi, Taylor, beaucoup aussi dans l'IMO. C'est quoi aujourd'hui un petit peu votre portefeuille d'investissement? Dans quoi vous spécialisez plutôt? Alors moi, c'est très vaste. J'ai pas de domaine de prédilection en particulier, si ce n'est qu'un point commun, c'est la tech. Après, voilà, j'ai investi dans des startups qui sont dans le foot. Quoi, par exemple? C'est une startup qui s'appelle Rising Match, qui est au Portugal, qui propose un simulateur pour entraîner les joueurs de foot. Ok. Voilà, donc c'est un truc ultra perfectionné, avec une vision, une computer vision qui analyse tes mouvements, etc. J'ai investi dans une boîte qui faisait des chargeurs pour les voitures électriques. C'est le système de chargement le plus rapide qui existe au monde, puisque c'est capable de te recharger une voiture en 4 minutes. Voilà, donc j'ai investi dans des SaaS. Voilà, il y a vraiment très varié. Ok. Et toi, Taylor, principalement? Alors, depuis Shares, on va dire, c'est vrai qu'un peu plus dans la tech, bien évidemment, parce que voilà, c'est une sacrée aventure. Et après, bien sûr, toujours mes business, tout ce qui est immobilier et restauration, tout type de restauration, franchise, etc., etc. Donc oui, j'aime aussi les business à cash flow. Tu vois, j'adore la tech parce que c'est vrai que tu as cet effet de grandeur et se dire que potentiellement tu vas faire une boîte à... Voilà, une licorne. Et faire un grand écart. Mais j'aime aussi ces business de cash flow qui te permettent d'avoir un sacré train de vie, enfin d'avoir un bon train de vie en day-to-day, tu vois. Donc, on parle beaucoup de licorne, mais aujourd'hui les investisseurs en sont revenus. Et, parce qu'en fait, sur les 26 ou 25 licornes françaises, en fait, il y en a très peu qui gagnent de l'argent. Donc aujourd'hui, les investisseurs préfèrent parler de Centaure. Donc ce sont des licornes qui gagnent, qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Exactement. Ce qui est bien aussi, parce que c'est vrai que parce que même licorne, ça commence à devenir un terme assez galvaudé. Et je crois qu'il n'y en a que 5 en France qui gagnent de l'argent. Hein. Et aujourd'hui, quand vous investissez sur une boîte dans la tech, typiquement, ça va être quoi les choses clés que vous allez regarder? Sur quoi vous vous basez pour vous dire je vais investir ou je ne vais pas investir? Il y a 2 choses, essentielles. T'as les founders. Hein, 2 choses. C'est l'équipe. Oui. Parce qu'avant tout, une entreprise, c'est des hommes et des femmes. Ensuite, je regarde le projet et le market. Voilà, c'est aussi simple que ça. Toi, t'es là? Bah, c'est pareil. C'est vrai que c'est au final, tu investis sur qui dirige, quoi. Tu vois, si derrière les rênes, tu as un fou furieux qui n'a pas d'équipe et qui a pas de plan, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, non, essentiellement, oui, voilà, l'équipe, le founder, enfin voilà, c'est assez primordial. Mais, c'est quoi le meilleur investissement que vous avez fait? Alors moi, c'est une boîte en Suisse sur laquelle j'ai fait un exit avec un fonds américain. Ok. Qui était dans la digitalisation et qui a inventé avant que iOS, je crois, 9 fasse la mise à jour, avant qu'ils sortent les emojis, etc. En fait, c'est eux qui ont inventé ce concept. Ok. Et c'était quoi en termes de... Est-ce que c'est confidentiel sur les chiffres ou Ouais. Ok. Bon, en tout cas, c'était un bon investissement. C'était c'était un bon investissement. Ouais. Et toi, t'es là? J'ai pas encore fait une exit, donc c'est compliqué de te dire quel est mon meilleur investissement. Disons que dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi et dans lesquelles je suis, c'est des boîtes auxquelles je crois et auxquelles je m'y donne tous les jours. Donc, mais j'ai pas fait encore d'exit typiquement comme Jérôme pour te dire c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Donc c'est en cours. C'est en cours et je suis pas pressé. Je n'ai jamais été quelqu'un de pressé sur ça. J'ai toujours pris mon temps. Donc pour moi, réussir et gagner énormément d'argent en 6 mois, j'y crois. J'y ai jamais cru. Ça arrive, mais c'est pas du tout mon truc. Mais bon, voilà quoi. Après, c'est chacun son truc. Donc non, je n'ai pas encore fait d'exit, mais why not un de ces jours, quoi. Vas-y. Ouais. Alors
En parlant d'investissement, comme tu sais, donc je suis associé d'une boîte depuis le Day One sur Shares, voilà, qui est une plateforme de trading, un réseau social qui est agréé par l'AMF et la Banque de France. On a levé plus de 90 millions de dollars, comme on le disait avant. On est backé par Peter Thiel, associé au Sir Williams. Et c'est vrai que depuis le Covid, on parle de plus en plus de stocks, de crypto, etc. Ça a toujours existé. Mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, Ouais, ça a tout le vraiment monde explosé. parle de ça. C'est vrai que du coup, avec Shares, on est arrivé vraiment au bon moment. Et tu vois, ça reste quand même un podcast familial où j'invite tous mes amis. Et j'étais obligé de dire à mon associé Benjamin, avec qui j'ai Shares, de venir pour nous challenger un petit peu sur ce secteur-là. Alors c'est parti pour question pour un champion. Attention, vous êtes prêts? Bah attends, déjà, bon, voilà, tout le monde sait que je suis sur Shares, etc. Et j'ai introduit Shares, mais parle-nous un petit peu plus. Merci Taylor de m'inviter. Et c'est un plaisir, Jérôme, de te revoir. Monsieur important, ça fait plaisir aussi. Donc, Monsieur Shares. Monsieur important, on a deux marques importantes d'entrepreneuriat ici. C'est le branding. En fait, c'est très dur de faire exister une marque. Et donc, faut jamais hésiter quand on en a l'occasion de venir et de la représenter. Donc, j'ai le plaisir de venir avec ce pull Shares qui a été fait avec l'aide de Taylor. Moi, je suis neutre, tu vois. J'ai pas mis ni important ni Shares, parce que comme il y a les deux, c'est compliqué de mettre important et Shares. C'est pareil, compliqué. j'aurais pu venir avec un IAD. Pulse IAD, mais tu vois, je l'ai pas fait. Voilà. Non, donc, en fait, l'idée, ça va être de te poser quelques questions, puisque Shares est une plateforme d'investissement. Notre objectif, c'est de construire la meilleure expérience d'investissement. Et au-delà de ça, de contribuer à l'éducation financière. Il y a énormément de gens qui aimeraient investir en bourse, aimeraient économiser, épargner, pas forcément pour devenir millionnaire et pour gagner des fortunes, mais pour construire leur futur, et en fait qui ne savent pas par où commencer. Et donc notre mission avec Shares, c'est de leur faciliter le chemin. Donc forcément, je suis hyper intéressé de te poser quelques questions que j'ai notées là. Pas de surprise, c'est très très basique, et l'idée c'est de vulgariser un peu la finance pendant quelques minutes. Ça vous va? Allez, c'est parti. Bon, alors d'abord, est-ce que tu as un compte sur Shares? J'ai ouvert un compte sur Shares. D'accord. Ouais. Ah oui, je t'ai parrainé normalement depuis le début. Tu m'as parrainé? Je t'ai envoyé un code. Ah, j'ai pas dû le recevoir. Si, je On t'ai. va arranger ça. En tout cas, j'ai caméras éteintes. un compte sur Shares. Ok, super. Donc, tu as un compte sur Et Shares? ça, dès le lendemain de la présentation à laquelle j'ai assisté C'est vrai. D'accord. du lancement en France. Est-ce que tu peux nous officiellement. dire quelques mots sur ton expérience d'onboarding? Est-ce que tu as rencontré des Super, difficultés? c'est ce que je disais, super app, l'expérience, la création de compte top, et puis l'idée de la partie sociale, j'ai trouvé ça extraordinaire. Eh ben, écoute, c'est super gentil. Je le connais pas, hein, mais C'est très gentil. je fais un peu de pub, mais non, vraiment, C'est très l'expérience sociale est incroyable. Oui, effectivement. Donc, chez Shares, la mission, Où on peut c'est de suivre donner, des leaders de l'investissement, Voilà. et des pros de l'investissement. Enfin, pas forcément des pros d'ailleurs, on peut suivre mais ses en tout contacts. cas, on peut suivre ses contacts, et j'ai trouvé l'idée top. Et nous, en fait, on se porte fort de faire une sélection d'investisseurs un peu plus aguerris qu'on a appelé les premium investisseurs, et dont en fait les portefeuilles sont par défaut visibles. On suit leurs mouvements, ils peuvent commenter leurs mouvements, et donc l'idée c'est de s'éduquer en regardant un petit peu ce que font les autres. Mais on peut aussi suivre ses contacts. Donc par exemple, Jérôme et moi pouvons être contacts, et on peut se suivre l'un l'autre. On est libre de mener nos propres décisions, mais l'idée c'est qu'on est meilleur à plusieurs. Comment toi tu t'éduques ou tu t'es éduqué financièrement dans ton parcours? Sur le tas. En lisant un petit peu, j'ai beaucoup appris, en tout cas sur la finance d'entreprise, avec les différentes opérations qui ont été menées avec IAD. Je ne viens pas du tout de ce monde-là, donc voilà, sur le tas. Est-ce que tu as des centres d'intérêt particuliers? On a parlé de ça tout à l'heure au niveau start-up, plus précisément sur l'investissement en bourse ou sur des produits financiers. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'intéressent ou pas particulièrement? Alors, très honnêtement, en fait, ça, c'est mon gestionnaire de patrimoine qui gère tout ça. Donc, je ne saurais pas te dire dans quelles actions il m'a fait investir. Je ne saurais pas te dire. Bon, si on fait bien le travail, avec Shares, bientôt tu pourras battre ton gestionnaire parce que tu auras justement pris la main sur ton épargne. Mais on va C'est essayer. enregistré. On va essayer. Est-ce que tu sais ce que c'est que le CAC 40? Ouais, c'est l'indice boursier des entreprises cotées en bourse en France.
Exactement. CAC, ça signifie cotation assistée en continu. Et donc, c'est un indice qui est mis à jour toutes les 15 secondes, de 9h à 17h30 tous les matins, et donc tous les soirs, et qui effectivement regroupe les 40 entreprises françaises, qui est adossé aux valeurs des 40 meilleures entreprises françaises. Et est-ce que tu sais ce qu'est un ETF? C'est un portefeuille, c'est un regroupement de portefeuilles d'actifs. Alors un ETF, c'est à peu près ça. C'est un fonds indiciel, donc qui est coté et en fait qui va justement répercuter un panier d'actions, la valeur d'un panier d'actions. Donc j'ai mentionné CAC 40. À titre d'exemple, il existe des ETF qui permettent d'avoir un petit peu d'actions, un petit peu d'exposition en fait aux valeurs de 40 entreprises françaises en un seul investissement. Je mentionne l'ETF parce que c'est une des manières pour les gens peut-être qui nous écoutent de découvrir l'investissement sans finalement prendre des risques trop importants parce qu'ils vont pouvoir avec l'ETF justement avoir cette exposition un peu diversifiée via ce titre. Pourquoi c'est important de mettre de côté régulièrement? On a parlé d'investissement, donc ça c'est potentiellement accompagné d'une prise de risque. Pourquoi il faut dire aux gens qui vous écoutent et qui vous voient aussi en modèle que tout au long de sa vie professionnelle, il faut aussi mettre un peu de côté en prévision de la construction de son futur? Je crois savoir déjà que les Français étaient les plus grands épargnants d'Europe. Est-ce que toi tu épargnes? Oui, comme tout le monde. Pas tous. Hein. Et donc, je crois qu'intrinsèquement, c'est dans l'ADN des Français d'épargner. Mais est-ce qu'ils épargnent juste et bien? Je ne sais pas. Pourquoi on épargne? Je crois que c'est dans notre éducation et dans notre schéma de pouvoir éventuellement anticiper les coups durs de la vie. Bien sûr. Et alors, les deux dernières questions. Ton conseil à quelqu'un qui veut se lancer justement et qui a son premier salaire, qui a un peu d'argent de côté, quelques milliers d'euros, mais qui aimerait être intelligent? D'aller sur Shares. Voilà. Dernière question, ton nom sur Shares, si éventuellement des gens veulent te retrouver sur Shares? Je sais plus. C'est un pseudo qu'on met ou c'est ton pseudo. Mais je peux te le retrouver tout de suite. Ouais, alors, je rappelle que les gens peuvent te demander en contact. Tu es libre d'accepter ou non leur requête. C'est pas automatique puisque Shares est quand même une plateforme d'investissement et qu'on est soucieux que l'une et l'autre des parties acceptent mutuellement l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi. On a parlé du coup de votre parcours, on a parlé business, on a parlé investissement. Il y a une citation en particulier que j'ai vu que tu avais repartagée, Jérôme, sur Insta, où tu partages souvent aussi des quotes que tu apprécies. Ouais. Et il y en a une en particulier qui m'a marqué et que j'ai bien aimée, et c'est une question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. C'est: chaque personne que l'on rencontre nous demande toujours si nous avons une carrière, sommes mariés, ainsi de suite, comme si la vie était une sorte de liste à cocher, mais personne ne nous demande si l'on est réellement heureux. Est-ce qu'avec tout ça aujourd'hui, tu es réellement heureux? Évidemment, je le suis. Qui à ma place ne pourrait ne pas l'être? Mais ça, cette citation, je l'ai trouvée énorme et c'est pour ça que je l'ai partagée, parce que véritablement et fondamentalement, ce qu'on apprend à l'école, c'est tout ça. C'est-à-dire que tu es programmé depuis ta naissance, avec tes parents, avec le système éducatif, à enchaîner en fait des étapes. Voilà. Et ça, mais on t'apprend pas l'essentiel de la vie, qui est pour moi le but ultime, c'est le bonheur. Et c'est d'être heureux un maximum et d'avoir le plus de souvenirs et de les partager. C'est ça pour moi la réussite. Et tu vois, exemple, je ne mettrai jamais la pression à mes enfants pour qu'ils fassent des grandes études. S'ils font des grandes études, tant mieux pour eux. Mais je ne mettrai jamais la pression aux enfants pour qu'ils fassent de grandes études. Par contre, tout ce que je leur souhaite, c'est d'être heureux dans la vie. Et s'ils sont heureux en étant boulanger, en travaillant chez une enseigne avec un grand M, eh ben, je serai le plus heureux des papas. Et toi, Taylor, aujourd'hui, tu dirais que tu es heureux? J'ai toujours énormément avec cette question. C'est tellement subjectif, tu vois. Et comme tu l'as dit, en fait, tu viens de le dire juste avant, c'est que
c'est compliqué de dire t'es pas heureux parce que ça fait prétentieux, tu vois. Enfin, tu vois, genre, tu peux que être heureux quand tu réussis plus ou moins ta vie et que tu fais ce que tu as envie de faire et que tu voyages, tu as une vie sociale, tu gagnes ta vie. Bien sûr, mais je pense que voilà, ça fait pas tout. Et c'est ce qu'on disait, ce que tu disais juste avant, ce que tu mentionnais. On connaît tous des gens qui sont nés avec des cure-dents dans la bouche et qui sont pas spécialement heureux. Je pense que être heureux, c'est très personnel et dans un contexte comme ça où effectivement tout le monde pense que tu gagnes de l'argent, tu es heureux. Alors, moi, je suis presque ou plus ou moins arrivé à ce que je voulais être il y a plusieurs années, donc je suis heureux d'être arrivé à où j'en suis aujourd'hui, et c'est que le début, j'espère. Mais est-ce que je suis heureux à 100%? La réponse est non. Parce que je pense que j'ai plein de manques, tu vois, genre que ce soit peut-être une vie de famille, une femme, des gosses, même si ça n'a pas été un objectif pour moi. À terme, je Mesdames, pense l'appel est lancé. Non, mais je pense qu'à terme, tu as besoin Commentez sous cette vidéo. aussi. À terme, tu as besoin de tout ça pour être heureux et on revient. Là en fait, c'est pas que je commence à sentir, mais il y avait une phrase c'est pas du tout de moi, une vidéo je sais pas s'il est prof, qui tournait pas mal sur les réseaux et que j'adore en fait. C'était une histoire sur le pêcheur. Avec le Mexicain. C'était assez incroyable. En fait, c'était l'histoire d'un pêcheur et tu avais quelqu'un qui est venu le voir et qui lui dit mais voilà, vous pouvez être vous pouvez être multimilliardaire. Ah bon, et comment? Eh ben, on peut ouvrir à New York, on peut ouvrir à Miami, on peut ouvrir partout et puis vous allez gagner de plus en plus d'argent. Ok, et après? Et après, en fait, donc il lui explique tout le chemin qu'il va faire pour être multimilliardaire. Et d'où il vient ce mec-là? Ce mec-là, il est avec sa femme, ses gosses, il joue de la musique, il boit des bières et il est avec ses amis. Et il lui explique comment devenir milliardaire. Et à la fin, quand tu vas être milliardaire, et il lui dit ok, et après tout ça? Après tout ça, une fois que tu as passé toute ta vie à travailler, tu reviens sur le point de départ. Et après tout ça, vous pourrez être avec vos enfants, avec votre femme, boire des bières et jouer de la guitare avec vos amis jusqu'à pas d'heure. Donc en fait, c'est un peu un espèce de cycle, de cercle où tu démarres comme ça. Tu vois, c'est une courbe qui est, qui est tracée où tu vas avoir de plus en plus, mais au final, tu vas revenir au point de départ, c'est-à-dire être avec tes amis, ta famille, dans des moments beaucoup plus simples. Donc voilà, donc je pense que être heureux, c'est là où on se met le curseur, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas se mettre de pression sur le fait de réussir, de faire de l'argent. Après, attention, parce que le bonheur et le sentiment d'être heureux, c'est un état psychologique, en fait. C'est un état bien d'esprit. sûr. Et donc, mais c'est très dur dans la vie actuelle. Il ne dépend qu'à tout un chacun de définir s'il est heureux ou pas. Et après, il y a beaucoup de personnes. Moi, je pense que tu es un insatisfait de toute façon. Oui, totalement. Tu cours après quelque chose, je ne sais pas quoi, mais tu cours après quelque chose. Donc, tu as le sentiment de ne pas être pleinement heureux parce que tu n'as pas encore atteint ce que tu souhaitais. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que même si vous avez des grands rêves, des grands objectifs, n'attendez pas pour être heureux et de profiter de l'instant. Voilà, parce que ce qui compte avant tout, c'est bien d'avoir des rêves entrepreneuriaux, de vouloir révolutionner le monde, etc. Ce qui compte avant tout, c'est le chemin. C'est pas la destination. C'est exactement ça. Mais c'est vrai que je pense que les gens étaient beaucoup plus heureux avant. Et maintenant, avec ça, les gens sont de moins en moins heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une image, tu vois, sur les différents réseaux sociaux de réussite. En fait, tu vas sur les réseaux, tout le monde est beau. Tout le monde est belle. Tout le monde est riche. Tout le monde a réussi. Tout le monde a une vie incroyable. Et tu le sais au fond de toi que 99% c'est faux. Et en fait, tu as ce sentiment où il suffit que tu sois un peu dans une période down, ou que tu sois fatigué, ou que tu aies passé une mauvaise journée. Tu vas sur les réseaux, tu commences à scroller, et là, tu vois que des gens qui ont des vies incroyables. Tu sais qu'en vrai, c'est pas vrai. Que c'est faux, que c'est fake, que c'est scénarisé. Mais je trouve que les réseaux sociaux, tu vois, dans la balance, je trouve sincèrement que ça aide pas les gens. C'est parce qu'en fait, t'es jamais satisfait. Ouais, non, mais là, tu parles de dissociation cognitive. C'est encore, c'est des choses encore différentes par rapport à l'état du bonheur.
Là où je te rejoins, effectivement, de toute façon, je crois que il faut savoir aménager des coupures, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même, en termes pour la santé mentale, c'est quand même c'est une drogue, hein. assez catastrophique, mais c'est voulu. C'est-à-dire que de toute façon, même moi, des fois, je tombe dans le panneau et je me vois en train de scroller, d'aller sur les réseaux sociaux. C'est un truc de fou. Ça touche tout le monde. Mais ça touche tout le monde et c'est voulu. Et ils ont fait appel pour tout ça. Ils ont fait appel à des psys pour qu'on soit addict. Donc, mais là où je m'inquiète le plus, parce que nous, on a assez de recul, on est assez mature pour ça, je m'inquiète pour la santé mentale des jeunes. Voilà. Donc, cette dissociation qu'il peut y avoir entre la réalité C'est un truc de et fou. ce qu'on te présente sur les réseaux sociaux, évidemment qu'on peut voir le monde réel d'une violence pas possible. Parce que si on ne voit que des belles choses et qu'on ne voit que des gens riches, évidemment que ça perturbe. Mais même, tu vois, Donc, les... il faut vraiment, vraiment, vraiment inciter les jeunes à aménager des coupures. Et même, tu vois, l'histoire de filtre, homme ou femme, hein. Franchement, pour moi, c'est un truc vraiment... On veut tous, tu vois, s'embellir, enjoliver une situation, il n'y a pas de problème. C'est normal, quand on fait une photo, on veut que la photo soit belle. Mais tu vois, même l'histoire des filtres, en fait, genre, ça montre à quel point il y a un vrai problème. C'est que des fois, mec ou meuf, hein, ils mettent des filtres, tu les vois dans la vraie vie, je te jure, tu ne sais pas que c'est eux, tu ne les reconnais pas. Il y en a que tu reconnais pas. Tu reconnais pas. Des arnaques. Mais oui, mais écoute-moi, franchement, là, on parle ouvertement. Franchement, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Quand tu mets un filtre, L'expérience. non, quand tu mets un filtre, tu devrais le mettre. Tu vois, tu devrais. Il avait un date. Il a eu une arnaque. Il veut s'exprimer, il veut Non, le dire. écoute, tu sais, moi, mon avantage, c'est que j'ai tellement vu de choses à travers des amis, etc., que moi, maintenant, j'ai un principe. Et je le dis ouvertement, et je m'en cache pas parce que c'est le cas. Moi, je ne fais pas de date. L'histoire du date, tu rencontres une fille et tu vas dîner avec elle. Si je ne la connais pas, je ne le fais pas. Comment tu veux la connaître, du coup? Pour deux raisons. Un, je suis pas Brad Pitt, j'ai pas la notoriété de Brad Pitt, mais quand tu as un peu de notoriété, de visibilité sur les réseaux et que les gens commencent à te connaître de plus en plus, j'ai pas envie tous les jours d'aller dater une fille, tu vois, et de dire oui, je l'ai vue là, etc. Parce qu'on est dans des villes où c'est petit, tout le monde te connaît. Donc, je le fais pas. Et deuxièmement, tu as aussi l'histoire, voilà, de ça, tu vas te dire, ok, si tu rencontres quelqu'un dans la rue et que tu as un vrai truc, ok, why not? Mais là, comme ça, sur les réseaux, tu n'as jamais vu la personne. Donc, moi, je date pas. Je date pas de filles. Donc, en général, je fais des grands dîners avec tous mes amis. On peut le voir sur mes réseaux. Et au moins, j'ai pas de problème, tu vois. Et j'aime pas ce sentiment d'être prisonnier. Tu vois, ça veut dire, moi, genre, même, tu vois, quand j'ai des gens qui viennent chez moi, fais ce que tu as envie de faire. Tu n'as pas besoin d'être collé, tu vois. Genre, tu as envie de prendre ton téléphone et de passer 1 heure au téléphone. Genre, do it, tu vois. Genre, do everything you want, tu vois. Genre, fais ce que tu as envie de faire. T'en as que dans le jardin qu'au Je téléphone, m'en ou fous, tu fais regardes ce que un tu veux. film. Et moi, j'aime pas ce truc-là truc. d'être, tu vois, quand tu es en date comme ça, seul à seul, et en fait, tu regardes ton téléphone, tu peux pas. Et putain, je me sens prisonnier, tu vois. Moi, je fais ce que tu as envie de faire. Donc, j'ai vraiment du mal avec les dates quand je ne connais pas la personne. Quand je suis à l'aise, je le fais. Mais au tout début, comme ça, de but en blanc, quelqu'un qui t'écrit sur Instagram, ouais, non, je le fais pas. Donc, en général, je fais des grands dîners et j'ai mon entourage, mes amis, mon cercle, hommes, femmes. Et après, bah, je peux dire à certaines personnes de passer. Et tu vois, au moins, on passe tous un bon moment. Mais tu vois, on n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais ce que tu veux dire. Mais donc non, maintenant moi c'est comme ça que je fais. Mais c'est vrai que l'histoire des filtres, de tout ça, non, je peux plus, tu vois. Ou même, tu vois, je vois même des mecs, tu vois, je vois tellement de mythos sur les réseaux qui posent dans des jets, qui arrête. On sait, on a parlé. Mentionne le mec qui a payé le jet. On sait que c'est pas toi. Pourquoi c'est rien que ça. En fait, on devrait faire 3 trucs. T'es pas content, t'as des trucs Non, sur le cœur. Déjà, je j'ai vu quand il était aux US, quand c'était genre la nouvelle année ou Ouais, quoi, la j'ai commencé à résolution. voir ses trades, c'était que sur ça, je me suis dit, ah, là, il y a un truc. Il y a 3 trucs qui devraient être obligatoires sur les réseaux sociaux. 1, de mettre sa pièce d'identité. Parce qu'il faut arrêter les conneries là, de se faire insulter de tous les noms sur les réseaux par des comptes fake, etc. Tu dois mettre ta pièce d'identité. Déjà, pour moi, sur chaque réseau, ça devrait être obligatoire. Tu crées un compte, comme nous sur Shares ou n'importe quel type d'application, tu mets ta pièce d'identité. Tu as un compte, pourquoi en avoir 12? Ta pièce d'identité. 2, tu mets un filtre, dis-le que tu as mis un filtre. C'est pas grave, tu vois ce que je veux dire, on s'en fout. Et la 3e chose, il faut mentionner. S'ils mettent les filtres, ça, personne ne le dira. Par contre, il faut que ça soit l'algorithme Qui le détecte et qui mette une mention. qui Ça, met automatiquement une mention. Et mentionne. En fait,
n'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte de dire c'est lui qui a payé ces trucs. Tu vois, moi, quand je gagne ma vie, quand je suis sur un yacht de 110 mètres de long, ok, parce que c'est 110 mètres, et que potentiellement c'est 2 millions la semaine, c'est pas moi qui le paye. Et d'ailleurs, chaque fois que je vais poster, je vais dire merci à cette personne, ou je vais la taguer, je vais la poster. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a beau gagner sa vie, 2 millions la semaine, t'as beau gagner beaucoup d'argent, 2 millions la semaine, t'as intérêt d'avoir beaucoup d'argent sur ton compte pour payer un truc 2 millions la semaine. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai déjà payé des jets? Oui. Est-ce que j'ai payé tous mes jets? Non. Est-ce que j'ai payé des courtes distances? Oui. Est-ce que j'ai déjà payé des Londres, Los Angeles à 250 000 euros l'aller? Pas tout seul en tout cas. Donc, tu vois, mentionne. Il n'y a pas de honte, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème. Ah ouais, je suis d'accord. Et quand tu vois, mec et meuf, hein, attention, hein, je suis en train de cibler personne. Mec et meuf, quand tu les vois poster, parce que c'est autant les uns que les autres, hein. Les mecs, tu les vois, tu sais qu'ils ont une vie normale, tu les vois sur les réseaux. Je t'explique, je rentre chez moi, je me dis putain, j'ai une vie. Tu sais que même une fois, je me rappelle, on marchait au coin, on en parlait. Et tu me disais que même toi, justement, ça te fait ce truc-là où aujourd'hui, pourtant, bah, t'as quand même ce lifestyle-là où tu vas souvent, par exemple, prendre le jet, tu vas avoir un certain type d'activité, un certain type de lifestyle. Mais pourtant, même toi, tu me disais que des fois, tu regardes les réseaux sociaux et tu te dis, entre guillemets, ma vie, c'est de la merde, genre, tu vois, limite. Mais bien sûr, mais parce que même. Et ça touche, et c'est là où on se dit, ça touche, mais. Attends, je sais pas. Ah, ça t'impacte Non, c'est pas que ça impacte, mais en fait, tu sais que c'est faux. Tu te sens frustré des fois? Non, pas frustré, mais en fait, parfois, t'es un peu fatigué, tu peux dire putain. Ça passe là, et c'est vraiment, tu vois, c'est comme une flèche, hein, ça reste pas. Mais tu dis, putain, j'ai une vie de merde en fait. Ce qui n'est pas le cas, parce que tu sais que c'est faux. Mais tu vois ces gens qui n'ont rien, qui mentent. En fait, t'es submergé d'informations comme ça directement. Et moi, voilà, pour moi, je pense qu'il faut mentionner. Tu vois, genre, il n'y a pas en fait, genre, quelqu'un t'a invité, pourquoi tu poses des photos seul? Mec ou meuf? Y a pas... Non, en fait. T'as honte? Moi, j'ai pas honte. Tu vois, si quelqu'un m'a invité, j'ai pas honte. Tu vois ce que je veux dire? Si demain j'invite quelqu'un, il a pas à avoir honte. S'il a honte, c'est qu'il y a un problème. Tu veux te la raconter devant tes copains, tes copines, de dire ok, why not? Mais moi, j'avais mon premier patron, Marc Debaille, il s'appelait un Corse. Il me dit toujours, il faut avoir les moyens de sa politique. J'adore cette phrase. Il faut avoir les moyens de sa politique. Si tu mens et tu prétends, tu vois, pouvoir le faire, tu as intérêt vraiment d'assumer derrière. Mais par contre, viens pas à ma table et me dire que tu n'as pas d'argent. Tu vois, viens pas là et vouloir gratter. Non, il faut avoir les moyens de cette politique. Tu prends des jets, tu vas là, tu roules dans telle voiture. Ok, why not? Mais par contre, genre, assume derrière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai un vrai problème avec ça sur les réseaux. Énorme problème avec ça. Non, je te comprends. Et c'est pour ça que même moi, tu vois, j'ai grave. Tellement de fake, c'est tellement. C'est un truc de fou. Et même moi, tu vois, je sais que. Encore une fois, vraiment, moi, ça ne me perturbe pas parce que de toute façon, je suis peu de compte. Mais si tu veux, je m'inquiète vraiment pour les plus bien jeunes sûr. Qui n'ont pas le recul nécessaire pour deviner et comprendre que la plupart du temps c'est du fake, quoi. Et le problème c'est que maintenant tout est normal. Genre tu demandes à n'importe quelle femme, n'importe quel homme, sans citer de marque, ce sac est normal. Cette montre c'est normal. Genre t'as l'impression que si t'as pas une Rolex ou une main au panier, t'as raté ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre t'as quoi? Une Apple Watch. Et moi regarde ce que j'ai. Absolument rien. J'ai pas de montre. Mais enfin, tu vois, genre, c'est tout ce truc-là, en fait, tout c'est normalisé. En fait, telle marque, c'est normal. De dépenser tant, c'est normal. Et en fait, c'est ça le problème, tu vois. Genre, je sais pas, un jour, j'étais sur à Miami, on avait loué un bateau pour 2 jours, je crois, ou la journée, je m'en rappelle plus. Et t'avais le mec, le broker, tu vois, qui vient et tu vois, qui était habillé, genre, partout, etc. Et il me dit putain, j'adore ce que tu portes, c'est quoi? C'est l'Europiana? Zara. Et le mec me regarde, tu vois, parce que pour lui, ça peut pas être, tu vois, genre non, tu vois, lui, c'est sûr que c'est du l'Europiana. Pourtant, j'en porte du l'Europiana. Et pourtant, je porte énormément de marques, mais j'ai pas de problème à aller chez Zara, tu vois. Et les gens, ils ont un peu un problème avec ça, tu vois. Et le mec, quand je lui dis non, c'est Zara, il me regarde et. Enfin, tu vois, genre, pour lui, il était vraiment dans le paraître.
Tu vois, genre, il me dit, ok, alors le pantalon c'est quoi? Zara. Les chaussures, je sais même plus c'est quoi, tu vois, c'était de la merde, tu vois. Et lui, tu le vois, il était habillé de la tête aux pieds. Et j'ai de plus en plus, en prenant de l'âge, j'ai de plus en plus de problèmes avec ça. Pourtant, autant, tu vois, il y a quelques années, j'étais un peu plus show-off. Aujourd'hui, franchement, putain, j'ai vraiment du mal, quoi. J'ai du mal à. Parce que voilà, à un moment, c'est ce que je dis aux gens, c'est que moi, je poste ma vie, tu vois, genre, et je poste peu. Je vais pas inventer un truc, mais tu vois, j'ai de plus en plus de mal à poster des voitures, à poster des trucs, mais parfois, tu postes avec tes amis et tu vas pas rouler dans une Smart si t'as pas de Smart, juste pour faire une photo, tu vois, donc tu roules dans ce que tu as acheté. Mais ce que j'ai du mal, c'est les gens qui, tu vois, se construisent un faux truc, tu les vois sur les réseaux, ils ont tous réussi, c'est tous des entrepreneurs, ils vont t'apprendre tous comment gagner de l'argent. J'en peux plus de ça, moi. Mais alors ça, et j'en peux plus, ça. LinkedIn, c'est devenu infernal. LinkedIn, dès que tu acceptes une demande, tu te retrouves au bout de 2 secondes avec des messages. Mais alors en plus, les trucs... Alors, c'est quoi les pires que t'es reçus? Mais je suis peut-être vieux jeu, mais les saluts, tu vas bien ou c'est en fait... Ce qui m'insupporte, c'est que en fait, j'ai l'impression que c'est même automatisé parce qu'en fait, ils savent pas quitter. Mais non, ils font un copier-coller, bien sûr. Ils savent pas ce que tu as fait, ils savent pas ce que tu as construit, etc. Et c'est pas réellement tu reçois des messages, vraiment, voilà, je peux t'aider à coaching. Je peux t'aider à scaler ta boîte, Jérôme. C'est un truc de fou. À la développer. Il a vraiment raison. Toi, t'es pas la bonne. Non, mais c'est non, mais il a raison parce que même moi sur Shares, je reçois énormément de messages comme ça, des mails, et en fait, des gens qui sortent de nulle part, qui vont voir et ils te disent je vais t'aider, je vais te structurer. Structurer à quoi en fait? Genre, explique-moi, genre, on travaille avec les plus gros fonds de la planète, dis-moi en quoi tu veux m'aider. J'ai envie de répondre ça, je réponds pas, tu vois. Mais c'est pas grave de vouloir tenter. Mais le problème, c'est que les gens, ils copy-pastent. Il faut se renseigner un minimum sur la... Ils copy-pastent, tu vois, genre, c'est... Ouais, exactement, c'est renseigne-toi, fais un vrai mail. Sur ça marche beaucoup mieux en termes de prospection aujourd'hui. Sur quoi tu peux vraiment l'aider. Non, mais... Pour moi, la prospection au sniper, ça marche beaucoup mieux que de faire de la mitraillette et d'envoyer à tout le monde. Après, je reçois depuis la vidéo avec Yomi, en fait, je reçois énormément de messages pour dire, je lis même plus, en fait. Je lis même plus, mais de temps en temps, je vais prendre 1 ou 2 messages au hasard et vraiment, t'en as qui sortent du lot. Et à cela, je vais faire un effort de Bien répondre. sûr, non mais je suis pareil. Et là, ça me fait plaisir de leur répondre, bien tu sûr. vois. Mais quand tu vois des messages, salut, tu vas bien, écoute, j'ai monté une boîte d'emailing, je peux t'aider, ou alors comment je peux t'apporter, comment je peux t'aider à devenir un meilleur manager, un meilleur coach, enfin, voilà, je réponds plus à tout ça. Non mais ça c'est vrai, franchement, c'est pareil, ces gens-là, on devrait aussi les bannir, tu vois. Non mais en fait, moi je sais qu'à chaque fois que je vais parler à quelqu'un, soit je le connais pas et je vais apprendre à la personne, soit je vais me renseigner, tu vois, je vais être très pointilleux. Là, les gens, ils savent même pas quitter, ils t'envoient des trucs sortis de nulle part. Non mais renseigne-toi, tu vois. Comment tu peux nous dire, je vais t'aider à te structurer? Mais, alors qu'en fait, il sait même pas quitter. Et bien sûr, mais j'ai envie de lui dire, mais écoute, moi, je peux t'aider à se structurer si tu veux, et je vais te faire payer un taux horaire, tu vois. Mais non, c'est genre, voilà, en fait, les gens, ils sont dans la désinformation totale et ils ne se renseignent pas. Et après, ils te demandent, mais comment tu as fait pour parler à cette personne? Comment tu fais pour travailler avec cette personne? Bah déjà, je l'ai pas mitraillé d'un email tout fait, tu vois. Chose de bateau, du ChatGPT. Bah oui. Bon, bref. C'était la petite le petit quart d'heure. Le petit coup de gueule de Taylor. Il y a des choses sur le cœur. Ouais, vraiment. Avant de finir, juste Jérôme, petite question. Du coup, t'es papa. Ouais. Ça a été quoi un petit peu l'impact que ça a eu dans ta vision peut-être de voir les choses depuis que t'as des enfants? Ah, c'est une vaste question. Comme tout le monde, j'ai rêvé d'avoir une famille, évidemment, et ce d'autant plus que ça prenait un sens bien particulier pour moi. Et moi, la naissance de ma fille, ça a été le plus beau jour de ma vie. Mais vraiment, ça a été un moment extraordinaire. Et c'est gravé dans ma tête et ça sera gravé jusqu'à la fin de mes jours. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les enfants, c'est comme lorsque tu vas apprendre à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une manière générale. Il faut que tu apprennes à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une manière générale. Il faut que tu apprennes à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une manière générale. Et ça s'applique d'une manière générale. Et ça s'applique d'une manière générale. Il faut que tu apprennes à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une manière générale. Il faut que tu apprennes à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une manière générale. Il faut que tu apprennes à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une manière générale. Il faut que tu apprennes à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une manière générale. Il faut que tu apprennes à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une manière générale. Il faut que tu apprennes à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une manière générale. Il faut que tu apprennes à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une manière générale. Il faut que tu apprennes à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une manière générale. Il faut que tu apprennes à tes enfants à skier. Et ça s'applique d'une mani
Tu veux leur apprendre à skier, en fait, ils vont pas t'écouter. Non, mais c'est bon. Par contre, tu les mets entre les mains d'une personne extérieure, donc un mono. Là, il va dire mot pour mot ce que j'aurais dit à ma fille, il l'écoutera. Et ça s'applique pareil concernant l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que elle sait que je suis le fondateur d'IAD, mais voilà, en fait, depuis sa naissance, elle est habituée à ça. Elle est habituée à baigner dans l'entrepreneuriat. Je l'ai amenée de temps en temps à des conventions où elle voit que voilà, je l'ai fait monter sur scène avec moi. Elle voit le monde qu'il peut y avoir lors des conventions. Mais un enfant est détaché par rapport à tout ça parce qu'en fait, c'est dans ses habitudes. Un enfant qui est un enfant de star, par exemple, aux États-Unis, il se dit pas c'est Brad Pitt, c'est Brad Pitt. Non, il est habitué. Bien sûr, il est habitué à ça. Donc, je la forcerai pas à devenir entrepreneur, mais voilà, je la laisserai choisir sa voie et à partir du moment où elle est heureuse. Rien à voir, je fais une petite parenthèse sur l'investissement. Non, mais j'avais oublié, quand on disait dans quelle boîte t'as investi, etc., tu as investi aussi dans une de mes boîtes. Oui. Sans citer laquelle, mais c'est important de le dire. C'est encore. Ouais, donc du coup, non, c'était important. Et d'ailleurs, c'était un honneur parce que voilà, quand déjà, Jérôme, c'est un pote et c'est un très bon pote qui a fait une énorme boîte et en plus qui a investi dans une de tes boîtes. Tu vois, à un autre niveau, c'est comme quand Peter Thiel investit sur Shares, tu vois. Enfin, quand tu as des mecs qui ont fait des licornes et qui ont vraiment une reconnaissance, qui investissent dans une de tes boîtes, tu peux que être flatté. Parce que voilà, des opportunités, on en a tous, même moi, d'investir dans certaines boîtes. Et je pense que quand quelqu'un investit dans une de tes boîtes, tu as une vraie responsabilité. Et je suis... C'est moi qui suis flatté. non, mais c'est en fait, de m'avoir proposé cette opportunité. En fait, selon les boîtes, tu as des boîtes où voilà, tu fais investir des fonds, tu as des boîtes où tu fais investir voilà, des tierces personnes, et puis tu as des boîtes où tu aimes bien rester un peu en family and friends. Et donc, sans la citer, c'est une nouvelle boîte que j'ai montée et dans laquelle Jérôme a investi. Et voilà, je voulais vraiment des gens... Enfin, tu sais, c'est là, c'est à titre personnel, c'est pas via mon fonds, parce qu'encore une fois, mon fonds, vraiment le trait d'union, c'est la tech. Et puis en plus, il n'investit pas dans deux boîtes. Mais là, c'est à titre personnel. Et c'est dans deux boîtes que tu investis en plus, ouais. Qui sont dans le même secteur d'activité, mais qui sont quand même deux trucs qui n'ont rien à voir. Vraiment, tu as un truc de mass market et un truc plus voilà, de private club. Mais ouais, donc du coup, c'est d'autant plus... voilà, donc je repensais à ça dans le côté investissement. Voilà, je te laisse... Bon, on va finir avec un petit jeu, si jamais c'est good pour toi, Jérôme, un autre petit jeu. Allez. Cette fois pas orienté autour de shares, mais autour de important. À chaque fois, je vais vous dire des phrases et vous allez devoir me dire si jamais c'est important ou pas, et me dire en quelques mots pourquoi pour vous ça l'est ou ça ne l'est pas. Je réponds juste important. Important ou pas important. Lever des fonds, important ou pas important pour vous? Vas-y, si tu veux. Pour moi, j'ai envie de te dire quasiment primordial. Pour moi, c'est très important. Sans donner d'explication particulière, tu peux le faire avec tes propres fonds. Je l'ai fait sur plein de boîtes différents, mais encore une fois, je pense que voilà, si tu veux scaler, si tu veux développer vraiment ta boîte, tu as une vision voilà, d'où tu veux l'emmener. C'est important de s'entourer des bons partenaires dès le début parce que c'est eux qui vont aussi t'aider sur la suite. Donc pour moi, c'est hyper important. Tu m'as posé cette question il y a 10 ans, je t'aurais peut-être dit non. Aujourd'hui, je ne vois pas monter une boîte, même si j'ai l'argent, même si je peux, parce qu'il y a plein de boîtes où je peux les faire seul. Mais non, pour moi, c'est important. Alors, important, mais très brièvement, important, mais je n'aime pas la philosophie et la mentalité qu'il y a actuellement dans le monde des startups où tu as des projets, les fondateurs en fait n'ont que pour objectif de faire des levées de fonds sans qu'il y ait réellement un business plan et un market fit. Et c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de plantades. Donc
la levée de fonds, ça doit pas être le business model. Le business model, c'est non, c'est de pas le business créer model, un bien sûr. service ou un produit qui va C'est à le la début, c'est rencontre pas d'un la fin. marché. Voilà. Parce que là, ils Ça, attendent- malheureusement, Ouais. c'est très courant. Mais oui, c'est important. Non, mais c'est bien de le dire, bien sûr. Faire la fête, important ou pas important? Important. Moi, personnellement, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. Donc, quand je dis faire la fête, j'ai pas de vice de nuit. Tu vois, j'avais des boîtes de nuit, j'ai jamais eu de vice. Mais c'est important d'être avec. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle faire la fête? Et c'est important d'être avec des gens que tu aimes et voilà, aller au restaurant, rester avec eux. Mais c'est pas le principe d'une boîte de nuit. Une boîte de nuit, j'aime même plus du tout, tu vois. Donc, mais j'y vais encore de temps en temps parce que j'ai des amis qui adorent. Mais non, mais important, oui, important d'être avec les gens que t'aimes et Et de célébrer. primordial. Oui, c'est obligatoire. Important si, si encore une fois, c'est pareil, faire la fête, on peut y mettre plusieurs sens, mais si ça permet de célébrer des étapes ou des moments de ta vie sans forcément aller dans les excès. Avoir une morning routine, important ou pas important? Alors, j'en avais une avant, mais maintenant, je n'en ai plus. Mais en tout cas, quand on est dans un move et qu'on a lancé une entreprise ou quand on est entrepreneur, c'est super, super, super important. Et c'est quoi la chose la plus importante pour toi de la morning routine que tu mettais en place? La chose indispensable. Déjà, se réveiller, quelle que soit l'heure à laquelle tu te couches, se réveiller tout le temps à la même heure. Quelle que soit l'heure à laquelle tu te couches. C'est super important. Au début, ça peut être difficile, surtout si tu es un fêtard, etc. Ça peut être difficile, mais physiologiquement, ton corps finit par s'y habituer. Et puis, s'y tenir, quoi qu'il en soit. Voilà. À part peut-être le week-end où tu peux te permettre une grasse mat. Mais ça, ça permet de préparer le corps et de te mettre dans un état, en fait. Parce que pour le sommeil, il n'y a rien de pire qu'un sommeil dérégulé où tu te couches à n'importe quelle heure et puis tu te lèves à n'importe quelle heure et jamais à la même heure. Ouais, c'est important ce qu'il dit. Voilà. Et donc, même pour le cerveau, la réflexion, etc., la dérégulation comme ça peut avoir un impact. Et comment tu gères, ou quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui justement ont envie de mettre en place ce conseil-là, mais qui des fois peuvent avoir des imprévus, qui des fois peuvent avoir par exemple une mission, une tâche qu'ils vont devoir gérer en express directement le soir? Est-ce qu'ils devraient privilégier le fait par exemple d'avoir leurs 8 heures de sommeil ou d'avoir un temps de sommeil en particulier, ou le fait de se lever donc du coup à la même heure, quitte à avoir dormi très peu pendant cette nuit-là? Mais ça, c'est une très bonne question parce que c'est ça la vie d'un entrepreneur. Il y aura toujours des imprévus. Bien sûr. Dans la vie d'une entreprise ou d'une start-up, tu as toujours des Et imprévus. c'est pas linéaire. Et c'est jamais linéaire. Et donc, et c'est la raison pour laquelle c'est important de se fixer ce cap-là. Parce que moi, des nuits blanches, à la création d'IAD, tu pourras demander à mes associés, on s'appelait à 3h ou 4h du matin, tiens, j'ai une idée, on s'endormait à 6h, mais le réveil, il sonnait une demi-heure après. Mais ça, Tu te c'était levais quand même. tous les jours. Ça, c'était tous les jours. Et c'est quoi qui faisait que... Mais les imprévus, quand on avait des événements, parce qu'au début, les événements d'IAD, c'est devenu tellement gros qu'on sous-traite cette partie-là à une agence de com. Mais avant, c'était avec mon associé, c'était nous qui préparions les événements. Donc de la réservation de la salle à l'intervention des uns et des autres, le timing, le filage, les machins, C'est une grosse charge de etc. travail. C'est une charge de travail pas possible. Et c'était pas notre métier. Mais maintenant, je peux te dire que j'ai tellement cette expérience-là, je peux te monter un event en une semaine, hein, pas de problème. Je connais tout par cœur. Mais lors de ces événements-là, il nous arrivait de nous coucher à des heures pas possibles. Mais il fallait être au turbin le lendemain matin. Donc toujours réveiller à la même heure. L'habitude. L'habitude, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qui garde ta motivation. Parce que être motivé, ça t'aide à te sortir les doigts des fesses, mais ça t'aide pas à continuer. C'est l'impulsion, juste. C'est juste l'impulsion. Et la motivation, en fait, c'est un mythe. Là, ça marche pas. C'est tous ces trucs où tu vois les coachs avant un match. Faut y aller. En fait, la motivation, elle ne se transmet pas. C'est ça qu'il faut. Et en plus, la motivation, c'est comme du sport. Elle est d'une courte durée. Tu vois, c'est comme un café. Ça va te faire effet pendant. La motivation, c'est de courte durée, mais c'est ta routine et ton habitude qui font que ça va fonctionner. Mais la motivation, malheureusement, c'est comme un mec qui est motivé à la salle. Moi, le premier, ouais, putain, t'es motivé pendant un mois, tu y vas. Mais est-ce que tu vas aller pendant un an ? Non.
Parce que, en fait, oui, mais si tu comptes que sur la motivation, bah, tu vas aller que pendant un Donc, mois. si tu as discipline, Mais si tu as une dans les habitudes. discipline et que tu es réglé comme une horloge, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais si tu as une discipline, une rigueur, ça fait partie de ta vie en général. Mais si tu te focuses que sur la motivation, ce sera toujours une courte durée. Et en tant qu'entrepreneur, je pense en plus c'est d'autant plus indispensable. Moi, c'est ce qui m'a choqué, genre tu sais, quand j'ai commencé à me développer au tout début, de me rendre compte qu'en fait les personnes que je voyais qui étaient à des niveaux de succès qui me semblaient énormes à ce moment-là, bah, je me suis rendu compte en les côtoyant, Mais les c'est des rencontrant, militaires. bah, en fait ouais, qu'ils c'était pas des génies du tout, qu'ils n'étaient pas au-dessus, qu'ils n'avaient pas quelque chose de spécial dans leur cerveau, mais qu'ils avaient un passage à l'action, une discipline Voilà, qui mais était énorme en fait. sauf Mais, que ça, c'est plus la dur. rigueur, C'est la ce qu'il y a de plus rigueur dur. et les habitudes. Alors, c'est très dur de se créer des habitudes. Et il paraît qu'il faut 5 à 6 mois pour que l'habitude soit ancrée. Bien sûr. Donc, c'est pendant 5-6 mois où ça va être compliqué. Mais une fois que tu as passé cette étape-là, c'est facile. Mais les habitudes, c'est tellement puissant. C'est un tellement truc puissant. de fou. Mais c'est vrai Tu que c'est ce qu'il y a de prends plus le dur. patron d'Apple, Tim Cook, le gars, il se réveille tous les matins à 5h30. 5h30. Et sa routine, c'est il se lève, il check ses mails pendant une demi-heure, il filtre, machin, etc. Bon, après, il fait un peu de sport. Voilà, sans mais les 5h30. citer, sans les citer, là, franchement, bon, ça, je suis d'accord. Et je te rejoins à 100%. Pour moi, les habitudes, une routine, un calendar, tu vois, voilà. Mais bon, des fois, j'entends des vidéos sur les réseaux où ils te disent oui, je me réveille à 6h, je consulte mes Ouais, mails non, mais ça, et c'est bon, du ils font bullshit. la journée, voilà, ils rentrent chez eux à 21h, je consulte mes mails et ça me fait rire parce que tu regardes dans les commentaires, en fait, ton métier c'est de consulter des mails et tu les vois dans des télés, dans des trucs et des machins, mais Du voilà. coup, important pour toi la morning routine aussi. c'est très important. Et c'est vrai que bizarrement, j'en ai beaucoup moins à Paris qu'à Londres ou à Los Angeles. À Los Angeles, j'ai une vraie morning routine. À Londres également. À Paris, j'ai un peu plus de mal. Pourquoi ? Parce que je pense que j'ai un peu plus. Non, je peux pas dire que j'ai plus de vie sociale, c'est pas vrai. Mais tout est plus tard à Paris. Tu vois, tu vas à Londres, tu vas à LA, tout commence beaucoup plus tôt. Donc j'essaie depuis tout ce temps d'avoir cette morning routine, mais c'est vrai que j'ai un problème, c'est que je reste un humain, j'aime vivre également et j'ai du mal à me coucher tôt. Et en plus, tu bosses beaucoup aussi avec le décalage C'est horaire. ça, et puis moi, c'est vrai que je avec bosse Elio, aussi quoi. beaucoup avec Los Angeles. Tu as le décalage horaire. Franchement, tous mes amis, même les gens avec qui je travaille, mais surtout mes amis, là, tout le monde s'appelle en Quand t'as le FaceTime soir. là-bas, à 4h du matin, ils t'appellent. Ça me réveille, donc du coup, je réponds. Vraiment, je pense à un de mes frères, Dave Brown. Chaque fois, il m'appelle tout le temps, je sais pas pourquoi, à 4h du matin, je Tu fais pas en réponds. mode d'avion ou quoi? Je réponds, il me dit, et il me regarde avec sa tête, il me dit, Are you sleeping again? C'est bro, it's like 4 a.m. in the morning, I'm sleeping. I said, come on, bro. Et ça fait 15 ans. Et je lui dis, mais tu sais bien qu'il y a 9 heures d'écart, que chez moi il est 4 heures du matin. Et en fait, les gens tu vois. Et donc, oui, et bon, là, ça reste un ami, mais effectivement, avec le travail, pas à 4 heures du matin, mais parfois tu peux te coucher bien plus tard parce qu'à minuit, il est encore 15 heures sur la côte ouest, enfin à LA. Comment t'as fait quand tu travaillais dans le milieu de la nuit notamment? J'imagine que tu devais avoir des horaires qui étaient assez Ouais. compliqués. Comment tu faisais pour garder une discipline ou une routine avec Déjà, avec ça? la chance que j'ai, c'est que j'ai jamais bu, je me suis jamais drogué, etc., etc. Donc, du coup, j'ai jamais eu ce truc de gueule de bois, j'ai jamais bu de ma vie, donc j'ai jamais eu ce truc de. Voilà. Ça peut paraître fou, mais je n'ai vraiment jamais bu. J'ai déjà tipsé, mis mes lèvres, mais je ne bois pas. Donc, ça aide. Tu te réveilles sans gueule de bois, voilà, ça aide toujours. Mais encore une fois, j'étais un peu plus jeune, même si je reste jeune. Mais oui, effectivement, quand j'avais les boîtes de nuit, je me couchais à des 7, 8, 9 heures du matin. Putain, aujourd'hui, je peux dire, la semaine dernière, je me suis couché parce que j'ai mon pote Chris Brown qui était à Paris. On a l'âge de nos artères, Voilà. Taylor. Et Hein franchement, on s'est couché quasiment tous les jours à 7h du matin. Ah, t'étais KO. Franchement, j'ai pas été beaucoup de fois au bureau. J'ai travaillé de chez moi, bien sûr, tu vois, parce que même si je bois pas, etc., c'est compliqué d'aller à 9h au bureau. Donc, je travaillais de la maison, donc tout était décalé. C'était très compliqué. Mais franchement, c'est une routine qui est horrible. Tu vois, ça, c'est un truc, je l'adore, c'est mon frérot. J'étais content qu'il reparte. Il parle pas français, il pourra pas. Voilà. Et d'ailleurs, on fait un podcast avec lui aussi. Mais je l'adore, mais j'étais content qu'il parte. Et bizarrement, tu vois, quand on est à LA, on sort jamais. Enfin, en tout cas, Chris, il sort pas, on sort pas. Tu vois, on reste à la maison, on chill, tu vois, un resto ou quoi. À Paris, ils adorent sortir. Mais ouais, donc aujourd'hui, pour répondre à ta question,
quoi qu'il arrive, peu importe le type de routine que tu as, le type d'habitude, c'est primordial, que ce soit le sport, l'alimentation. Mais après, il faut se faire plaisir aussi. Il y a un truc, tu vois, que moi j'ai beaucoup vu, parce que je vois, j'ai essayé beaucoup de travailler sur ma morning routine, Ouais. mais j'ai réalisé qu'en fait, moi, mon problème, c'était pas la morning routine. En fait, c'était la evening routine, tu vois. Ouais, c'est Le dur. fait où, en fait, le matin, genre limite, j'ai l'impression pour moi, alors c'est plus facile, tu vois, le matin de se mettre dans une bonne dynamique, d'aller faire, je sais pas, par exemple, ta méditation, ton exercice de respiration, prendre ta douche, quoi Ouais. que ce soit, etc. Alors que le soir, ne pas rester sur son téléphone et s'endormir, entre guillemets, devant ton téléphone et préparer, être conditionné pour le lendemain matin où t'as déjà tout qui est prêt pour tes habitudes. Ouais. En fait, j'ai compris pour moi que c'était plus ça la clé qui te permettait d'avoir une bonne morning routine aussi, tu vois. Bon, le truc que je fais, le petit truc que je fais depuis que je suis gosse, ça je le fais depuis vraiment que je suis enfant, je prépare mes affaires Là, tu prépares ton la cartable. veille pour le lendemain. Ouais. C'est-à-dire que je sais comment je vais m'habiller le lendemain. Et ça peut paraître fou. Et j'avais une pote à moi, Magda, et je sais plus, on parlait de ça. Elle m'a dit, le matin, c'est le bordel. Et je lui dis, commence à faire ça. Pourquoi? Parce que quand le matin tu te réveilles, t'as pas la tête fraîche. Tu te réveilles, t'es un peu Ouais. dans les vapes, tu prends ta douche, etc. Que ce soit Et automatique. en fait, si déjà ton premier problème, c'est de savoir comment tu vas t'habiller, c'est déjà un problème que tu peux t'effacer parce que la veille, tu es beaucoup plus frais. Prépare ta tenue, pose-la sur la table, tu te réveilles le matin, tu vas te doucher, au moins déjà tu t'es retiré un problème le matin. Et quand tu démarres ta journée avec un problème en moins, tu passes une meilleure journée. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'ai ces petites habitudes-là et l'habitude toujours de faire mon lit. Ça peut paraître con, mais faire son lit, j'avais vu une étude qui est assez incroyable. En fait, on te disait, la première chose que tu fais, quand tu vas rentrer chez toi, enfin je vais vous expliquer un petit process. En gros, si tu fais ton lit le matin, il est carré, il est réglé, il est propre, chez toi c'est propre, etc. Tu pars de chez toi. Tu passes une journée, si tu passes une journée bien, tu rentres chez toi, peu importe si ton lit il est fait, ta maison elle est faite, t'en as rien à foutre, tu as passé une bonne journée. Mais si tu pars de chez toi, tu as fait ton lit, tu as passé une journée de merde, et tu rentres dans ta maison, tout est propre, ton lit il est fait, etc. C'est un peu un havre-paix, tu dis putain ok, ça va. Mais si tu n'as pas fait ton lit, que c'est le bordel chez toi, tu pars, tu as passé une journée de merde et tu rentres chez toi et tu vois le bordel, tu te dis putain mais ma vie c'est de la merde. Et en fait c'est une étude qui a été faite et ils te disent vraiment que si tu as fait ton lit le matin, peu importe la journée dans laquelle tu vas passer, quand tu vas rentrer chez toi, si ton lit est fait, que ta maison est propre, c'est une métaphore, mais si tu as fait ton lit, que ta maison est propre, c'est propre chez toi, quand tu rentres, ok, tu relaxes. Mais si tu rentres et que c'est le bordel et que tu as passé une journée de merde, c'est très compliqué. Ton cerveau, il le capte tout de suite. Donc, c'est des petites routines que je fais comme ça, que j'ai toujours fait. Et ça m'aide beaucoup. Voyager, important ou pas important? C'est vital. Et j'ai cette chance de pouvoir faire beaucoup de voyages. Donc, mais c'est vital parce que c'est l'ouverture. C'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture à d'autres cultures, c'est la découverte d'autres paysages, c'est vital. Et, ça nourrit l'âme, c'est indispensable. C'était quoi le voyage qui t'a le plus marqué? Est-ce qu'il y a un voyage en particulier qui t'est resté gravé à jamais? Oui. Alors j'ai eu de la chance vraiment, encore une fois, d'avoir pu faire des beaux voyages, mais le voyage qui m'a le plus marqué, moi, c'est parce que j'ai pas eu l'occasion de retourner en Corée. Et en fait, je repoussais. Je sais pas, j'avais peur. Et j'ai repoussé. Et en fait, un jour, je me suis décidé. Et je me suis dit, quand ma fille aura 8 ans, parce que je suis arrivé en France à 8 ans, je partirai en Corée, j'emmènerai mes parents adoptifs et toute la famille, et on fera ce voyage-là. Et donc à ces 8 ans, on est partis tous en Corée, et ça a été le voyage, le plus beau voyage que j'ai pu faire de toute ma vie. Okay. Pas particulièrement parce que c'est la Corée intrinsèquement, mais parce que ça a été un voyage émotionnellement extrêmement fort, et j'ai pu revoir l'orphelinat où j'ai grandi, etc. Donc et puis il y avait, j'étais entouré de toutes J'étais entouré de toutes les personnes que j'aime, donc c'était magique. C'était magique. Dernier point, transmettre. Important ou pas important? Moi, je trouve que c'est... je vais commencer à parler et je vais expliquer pourquoi. Pour moi, c'est hyper important. C'est un peu ce que, comme disait tout à l'heure Jérôme, si à un autre niveau, si tu gagnes de l'argent, c'est pour faire profiter tes proches. Si tu y arrives dans ta vie, je trouve que c'est bien de partager, parce que je trouve qu'à l'école... on partage des connaissances, on partage une éducation, mais
il n'y a pas assez de partage justement d'expériences de gens qui ont réussi, enfin, si on parle d'entrepreneuriat, parce que là c'est un podcast où on parle d'entrepreneuriat, donc je pense que le partage c'est primordial, quel qu'il soit, que tu sois formateur, vrai formateur, pas un faux formateur, Petit coup de gueule aussi. voilà, exactement, tu vois, conférencier, vrai conférencier, speaker, vrai speaker, encore une fois je parle de vrai, tu vois, Là, c'était un podcast de grévistes là. vraiment. Non, mais c'est important parce que tu sais, moi j'aime pas du tout dans la quête. Tu as des vrais formateurs, dont des gens qu'on a en commun c'est vraiment leur métier, et je les respecte à mort, mais c'est leur métier. Moi je me dis pas comme tel, tu vois, genre. Mais par contre, j'aime effectivement partager et transmettre ce que j'ai appris. Et pourquoi j'ai voulu commencer? Parce que depuis que je connais Jérôme, c'est vrai qu'à chaque fois je le pousse un peu plus à transmettre et à être même plus présent sur les réseaux. Je sais que à chaque fois il y va à reculons, il fait un pas en avant et 4 pas en arrière, et ce que je peux comprendre parce que voilà, ça reste du taf et ça reste voilà, un nouveau process ou quoi, mais quand, je suis désolé qu'en fait quand tu as un parcours comme le sien, quand tu as une réussite comme la sienne, franchement je trouve ça dommage, peu importe comment tu vas le partager. Fais des conférences, fais un livre, fais des vidéos sur internet, peu importe. Même si tu t'aimes pas les caméras, fais-le en petit comité. Mais en fait, je trouve que c'est quand tu as des parcours comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Et puis justement, tu vois, on a une meilleure idée justement des gens qui ont réussi plutôt que tout ce qu'on voit sur les réseaux à chaque fois. Non, je trouve que ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai voulu commencer l'important pas important sur ce sujet-là, parce que pour moi transmettre c'est obligatoire et hyper important, et je trouve que tu ne transmets pas assez à mon goût. Je te parle à un grand public, je te parle pas à plein de gens que tu aides et que tu as pu aider, je parle à un grand public, et c'est pour ça que tu as même un podcast comme ça, genre je suis grave content qu'on l'ait fait. Tu vois, je sais qu'on voulait le faire en équipe et on le fera en équipe avec des amis à nous, mais tu vois, genre pour moi c'est incroyable parce que enfin, voilà, on parle quand même d'un mec qui a réussi, tu vois ce que je veux dire, on se rend pas compte des fois de l'impact d'une vidéo. Moi je sais que quand je me suis lancé, c'est justement en regardant des vidéos comme ça sur les réseaux, on parlait, tu vois, de l'aspect négatif des réseaux, tu te compares et tout, mais à contrario de ça aussi, c'est un aspect positif énorme où il y a toute une génération, et moi j'en fais partie, on a été inspiré parce qu'on n'avait pas spécialement de modèle de réussite dans notre entourage, mais à travers les réseaux ou à travers certaines vidéos, on a pu justement se visualiser, on a pu justement s'inspirer certaines personnes, et je pense que c'est le genre de cas comme aujourd'hui où ça se trouve, tu sais pas, mais il y a peut-être une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, peu importe, qui vont regarder cette vidéo en particulier, que ça va vraiment toucher et qui, ça se trouve, ça va réveiller quelque chose chez eux, que ça va déclencher quelque chose de beau. Et moi, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que ce qui est inspirant en dehors de ton parcours et de la réussite qu'il y a eu, c'est comment en fait t'es terre à terre et t'es humble, tu vois. Moi, c'est ce que j'en parlais à Taylor, tu vois. J'ai rencontré plein de personnes, et toi Taylor, je pense encore plus à d'autres steps, qui ont eu des niveaux de réussite, mais qui pourtant n'ont plus du tout les pieds sur terre, qui sont pas corrélés à la réalité, qui sont pas aussi en fait tout simplement humble, tu vois, et simple. Et toi, tu as l'aspect comme ça où en même temps, tu as accompli ces choses-là, mais en même temps, tu restes très simple. Et du coup, je pense que c'est plus facile pour quelqu'un de s'identifier et d'écouter. Donc, mais ici, il n'y en a pas un million des mecs qui ont fait des boîtes à 1 milliard. Ça fait partie d'une. Enfin, après, moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Après avoir vécu ce que j'ai vécu, tu es obligé d'être humble vis-à-vis de la vie et vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que quand tu apprends très tôt que, en fait, tu peux être dans l'insécurité permanente. Parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, de 0 à 6 ans, en fait, tu te fais. Sauf que quand tu n'as pas connu tes parents, les adultes sont là normalement pour protéger l'enfant et te sentir en sécurité. Mais quand tu n'as pas connu ça, tu te sens en insécurité en permanence. Donc tu grandis avec ça. Donc forcément que tu es humble vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la vie, et c'est pas la réussite ou une vidéo qui doit te faire perdre la boule, quoi. Bien sûr. Et voilà, parce que je sais au fond de moi que l'essentiel, c'est pas ça. Voilà, tout simplement. Après, est-ce que transmettre, c'est important ? Oui, c'est important, évidemment. Et je me sens tellement redevable. Je suis vraiment dans un état d'esprit de give back. Mais voilà, faire des vidéos, des podcasts, ça m'intéresse pas. Mais voilà, en tout cas, pour
pour les 18 000 conseillers qu'il y a dans le réseau chez IAD, j'ai énormément transmis. On fait Bien sûr. 2 séminaires gigantesques chaque année. Il y en a eu un, j'ai vu là récemment. Ouais, on a fait, pendant 2 jours, on a réuni 1600 managers là, Ouais, à c'est la maison énorme. de la mutualité. Donc voilà, je transmets, je suis invité de temps en temps dans des écoles. J'adore m'adresser à ces jeunes-là. Voilà, maintenant, faire des vidéos, voilà, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, mais évidemment On a que rappelé une transmettre, c'est aujourd'hui, super, une c'est bonne où super il y a important. beaucoup de valeur. Ouais. Et pour finir aujourd'hui en termes de choses justement à transmettre à une personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui, ça serait quoi pour toi la chose que tu aimerais qu'elle retienne de toute cette discussion, s'il y avait ne serait-ce qu'une seule chose qu'elle devait retenir et implémenter dans son quotidien? Une seule chose, Parce que c'est compliqué quand on regarde des vidéos comme ça, il y a beaucoup d'informations toujours, on Ouais. peut pas tout mettre en place, on peut pas tout intégrer. Pour toi, en termes de priorisation, ça serait quoi vraiment que tu aimerais que quelqu'un retienne aujourd'hui? fonce. Fonce. En fait, tu peux pas... tout ce qu'on disait, avoir une vision, avoir une bonne exécution, etc. Évidemment que c'est primordial pour la réussite. Mais je me rends compte d'une chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui restent bloqués et qui ont peur de se lancer, de franchir ce sûr. pas-là. Donc oui, c'est primordial d'avoir une vision. Oui, c'est primordial d'avoir une bonne exécution. Mais je sais plus qui disait, je crois que c'est Mike Horn qui disait que voilà, lorsqu'on se lance, n'attendez pas d'avoir 100% je suis des d'accord. réponses. Voilà. Parce que dans 99% du cas, derrière une réussite, c'est parce qu'on est passé à l'action, tout simplement. Non, mais moi, c'est pareil. Moi, je vois plein de gens que je croise dans la rue qui me disent un conseil. Et je dis, commence. Genre, fais-le, peu importe Do ce it. que... Ouais, do it, genre, Ouais. peu importe C'était ce le conseil que tu avais Ouais, reçu et qui t'avait... Parce qu'en fait, peu importe ce que tu fais, fais-le, on s'en fout. Ouais. En fait, peu importe. Tu vas travailler chez McDo, vas-y, on s'en fout. Commence par ça et après, fais quelque chose. Si tu attends d'être... Non, tu peux pas. En fait, il faut... J'ai l'impression que la brume elle s'écarte et que tu vas de Mais plus il en faut plus clair. Non, commencer. et puis il n'y a pas que la tech, attention, il n'y a pas que la crypto, il y a Bien pas sûr. de... Moi, je me souviens, 2 mois après la vidéo d'Yomi, un petit jeune qui m'avait envoyé un message, mais moi j'ai trouvé ça génial. Il rêvait de créer une petite boîte, enfin c'était une plateforme d'échange de timbres. Il était passionné par les timbres, mais je lui ai dit, lance-toi, Bien fais-le. Et il m'a envoyé un message il y a quelques jours pour me dire qu'il s'était lancé. Incroyable. Magnifique. Donc, il n'y a pas que la tech, il n'y a pas Non, mais que ça, c'est la sûr, là, crypto, voilà, c'est il n'y a d'autres pas sphères, que ça. les NFT. Exactement. Voilà. Trouvez votre passion et puis foncez. Écoute, merci Jérôme. Merci à Jérôme, vous deux. d'être venu Merci. sur Important Talk. Merci pour... même si tu n'aimes pas les vidéos, on va faire une très belle vidéo avec toi. Donc n'hésitez pas, vous avez retenu à envoyer un maximum de DM à Jérôme, tu vas bien. Et à envoyer des photos de vous avec des filtres à Taylor, si Exactement. possible dans des jets. Et là, vous avez tout gagné. On se retrouve dans le prochain épisode.